Chers parents, chers membres de la communauté éducative, si je vous dis, elles font partie de nos vies, elles sont les premières à se manifester sur ce que l'on ressent ou sur ce que l'on vit. Elles expriment notre état, mais elles sont aussi très souvent incomprises, subies, voire même ravalées. Elles nous poussent à réagir de manière différente. Vous l'avez compris, l'appel est heureuse de vous retrouver ce soir autour de ce sujet si important dans nos vies, les émotions. Votre service ICF vous propose d'accueillir Sophia Brûlé, psychologue, qui nous emmènera vers la découverte de ce monde extraordinaire. Pour les uns et pour les autres, elle tentera de répondre à ce petit questionnement souvent revenu dans vos messages. Peut-on gérer les émotions? Elle nous permettra d'avancer sur le chemin de l'équilibre intérieur. Bref, respirons ensemble, parents, enfants et équipe éducative, pour que demain soit un temps pour soi. Un temps pour une meilleure compréhension de l'autre, un temps qui favorise les liens autour de notre mission de parents, un temps pour trouver des outils et surtout quelques réponses. Il n'y aura pas de synthèse à la fin de cette conférence comme habituellement, mais un moment consacré à votre paix intérieure. Chacun sera libre de le vivre ou de retourner à ses obligations personnelles. Pensez d'ores et déjà à vous isoler pour vivre pleinement cet instant. Cette conférence est enregistrée, les supports vous seront envoyés. Vos caméras et micros sont fermés pour favoriser la bande passante et Naïma Izoki et moi-même, Orlane François, de l'information et du conseil de l'appel du Val d'Oise, serons vos accompagnatrices sur le chat. Sophia, merci d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je me présente, Sophia Brûlé. Je suis psychologue et coach familial. Donc, j'interviens dans différentes structures et notamment en collaboration avec la direction diocésaine dans le cadre de la mise en place du service psychologique qui existe depuis quelques années. Je collabore avec une autre psychologue, Fatima Mamoudji, et nous intervenons sur les différents établissements du Val d'Oise à la demande bien souvent des chefs d'établissement et éventuellement des enseignants ou des professeurs lorsqu'ils estiment qu'il y a besoin d'intervenir auprès d'un enfant, d'un collégien, d'un lycéen. Voilà, on intervient vraiment sur toutes les structures. Nous intervenons dans le cadre d'entretien. Alors voilà, d'entretien lorsqu'il est nécessaire ou éventuellement excusez-moi, pour la mise en place de bilans, donc de bilans psychométriques pour évaluer les compétences et capacités cognitives de l'enfant ou du jeune. Voilà, j'interviens également dans un cadre dans un cadre libéral, donc auprès effectivement d'enfants, d'adolescents, mais également de familles, pour pouvoir les accompagner et puis les aider à affronter des difficultés passagères dans leur vie. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous ce soir et nous allons commencer sur la présentation des modules. On est parti. Alors, donc vous allez voir, donc la présentation de ce soir va se présenter sous forme de 3 modules. Premier module, je vais vraiment vous parler un petit peu de la définition de qu'est-ce qu'une émotion, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, leur impact sur notre vie au quotidien, comment elles se manifestent et à quoi servent-elles. Voilà, c'est vraiment une partie de définition de l'émotion, de nos ressentis et de leur impact dans notre quotidien. Alors, donc, qu'est-ce qu'une émotion? Tout simplement, alors je vous ai mis une petite définition du petit Robert, hein, l'émotion, c'est un mouvement vers l'extérieur. C'est un état affectif qui est intense, qu'on va percevoir, consciemment ou inconsciemment, ça dépend des moments, et qui va, venir de notre intérieur vers l'extérieur. Avec bien souvent une perturbation physique et mentale, heu, qui peuvent, aller jusqu'à une présence d'excitation ou de comportements assez vifs, pour pouvoir effectivement s'adapter à l'événement que l'on vit à ce moment-là.
Donc, vous avez différentes définitions hein, de ce qu'est une émotion. Donc là, j'ai mis le petit Robert. Vous avez également Antonio Damasio, donc qui est, c'est une personne qui a écrit un livre justement sur l'émotion. Donc lui, il décrit effectivement l'émotion comme une réponse observable, publiquement observable par un tiers. Dans une émotion, l'émotion quand elle s'exprime, quand elle, voilà, quand elle existe, quand elle vient de notre intérieur vers l'extérieur, bien souvent, effectivement, il y a des phénomènes physiques en parallèle. Tout le monde le vit, hein, au quotidien. Quand on a une émotion, automatiquement, notre corps, notre esprit, viennent en interaction avec cette émotion. Donc il y a vraiment une composante physiologique des émotions qui intervient à ce moment-là. L'émotion donc agite aussi notre esprit, hein. On sait très bien que quand on perçoit une émotion, quand on ressent une émotion, bah, effectivement, elle nous fait penser différemment. Parfois, on n'est pas en mesure justement, de comment dire? De comprendre cette émotion et effectivement, des fois, elle nous envahit et du coup, notre esprit, on n'est plus à maître de notre esprit. Donc c'est pour ça qu'elle trouble la raison ou parfois la soutient. On verra ça un peu plus tard. Bien souvent, l'émotion est une réaction à un événement et elle peut aussi nous préparer à l'action. C'est la composante comportementale de l'émotion, c'est-à-dire qu'une émotion peut effectivement provoquer des comportements, comme par exemple l'émotion, qui est, par exemple la peur, qui elle va engendrer effectivement des fois un comportement physique assez intense, notamment, bah, la fuite ou bien, le repli sur soi. Voilà. Donc, l'émotion, donc une réaction soudaine de notre organisme avec des composantes physiologiques, donc le corps, cognitif, notre esprit et comportemental, nos actions. Alors, ensuite, on passe à un sujet qui est, une définition qui est l'intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? C'est un concept qui est assez en vogue, notamment avec, tous les bilans ou toutes les échelles, hein, psychométriques qu'on peut utiliser, dans le cadre scolaire ou même dans le cadre personnel quand on veut évaluer, nos compétences et effectivement, il peut y avoir aussi des compétences, excusez-moi, des compétences, émotionnelles, qui sont présentes. Alors, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une capacité à percevoir et à comprendre et à gérer ses propres émotions. Alors, gérer nos propres émotions, mais aussi celles des autres. Alors, on gère nos émotions, je reviendrai sur ce terme par la suite, sur le deuxième module. On gère nos propres émotions, mais aussi on apprend à les exprimer et à les intégrer pour faciliter, notre pensée. Voilà. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est 3 facultés. C'est l'accès à ses propres émotions. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que telle ou telle situation suscite en moi? C'est également la transposition du ressenti en compréhension, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je ressens telle émotion dans telle situation? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se joue sur cette situation-là? Et ensuite, troisième faculté, de l'intelligence émotionnelle, c'est la transformation et la compréhension, pour agir et interagir. C'est-à-dire comment je peux utiliser ma connaissance de mes émotions, hein, parce qu'on parle toujours de ces émotions en premier lieu. Voilà, on ira voir les émotions des autres par la suite. Premier mouvement, c'est nos émotions à nous. Connaissance donc utiliser la connaissance de mes émotions pour prendre des décisions, me concernant ou concernant les autres. Voilà. L'intelligence émotionnelle, et ses 3 facultés. Alors, à quoi sert-elle? Alors je vous ai mis un ensemble de fonctions. Je vais pas toutes les lire, vous prendrez vraiment le temps d'aller voir, le diaporama plus tard, si vous le souhaitez. Donc effectivement, l'intelligence émotionnelle, c'est une façon d'apprendre à se percevoir, avoir une bonne perception de soi-même. D'accord? C'est aussi une faculté, qui nous permet, comment dire? De gérer notre stress. C'est aussi une possibilité, qui va, comment dire? Nous aider à la prise de décision. C'est-à-dire quand on se connaît, quand on connaît nos émotions et notre façon de réagir face à des situations, la prise de décision est facilitée, voire et orientée par rapport à la situation, que l'on vit sur le moment. Mais l'intelligence émotionnelle aussi nous sert dans nos relations humaines, c'est-à-dire dans nos interactions avec autrui et enfin, elle nous sert aussi à l'expression
à notre expression individuelle face aux autres. D'accord? Donc voilà, l'intelligence émotionnelle, donc pareil, hein, vous prendrez le temps d'aller lire tout ça. Alors, l'impact des émotions sur notre vie et notre entourage. Alors effectivement, comme vous le savez et dans vos questions effectivement, au préalable, vous effectivement la question était, les émotions, leur impact sur notre vie, comment cette émotion qui influence mon quotidien, qui influence mes relations aux autres, comment effectivement je peux réguler, comment je peux modifier, telle émotion pour adapter mon comportement avec autrui, même des fois avec soi-même. Alors il y a un exemple effectivement que je vous ai mis, dans le diapo dans ce slide. C'est effectivement bien souvent, il se peut que, on en parlait avec Orlane cet après-midi d'ailleurs, ça vous est certainement arrivé, à vous aussi, hein, c'est-à-dire d'arriver, voilà, d'arriver dans une pièce et vous êtes dans votre canapé et puis, vous êtes bien installés, tranquille et puis au final, votre mari, votre conjoint, votre enfant arrive de mauvaise humeur et il vous transmet en fait son émotion, il vous transmet cette humeur, alors que vous étiez très bien et à ce moment-là, vous êtes impacté par, le comportement, l'attitude de votre enfant, de votre conjoint, par une émotion qui n'est pas la vôtre. Voilà. Donc dans ces cas-là, effectivement, vous êtes en plein ressenti, donc vous intégrez en fait l'émotion d'autrui et et pour le coup, ça peut influencer vos interactions avec lui. Alors si vous êtes très bien à ce moment-là, en paix avec vous-même, zen, en général, c'est plus vous qui allez, c'est-à-dire avoir un dialogue rassurant, apaisant pour la personne qui arrive. Si c'est une personne qui est en colère, par exemple. Si c'est l'inverse, si à ce moment-là, vous êtes plus fatigué, si vous êtes vraiment, peut-être, vous-même de mauvaise humeur, vous avez passé une journée, un peu compliquée, automatiquement, l'émotion de l'autre, le dialogue et l'information qu'il va vous transmettre par son attitude, mais aussi peut-être par ses paroles, va automatiquement changer votre humeur, changer votre façon d'être. Voilà et bien souvent, effectivement, on peut ressentir aussi que l'ambiance dans la pièce a évolué. Alors parmi l'intelligence d'ailleurs, quand on a la capacité, au niveau, quand on a des capacités d'intelligence émotionnelle, il se peut aussi quand on rentre dans une pièce, alors ça peut être chez nous, mais ça peut être aussi chez quelqu'un d'autre, hein, chez un proche ou même, dans une pièce qu'on ne connaît pas, une salle de réunion, des choses. On peut aussi ressentir l'ambiance, on peut ressentir ce qui s'y passe. Donc ça, c'est une des facultés de l'intelligence émotionnelle. Il faut savoir que, il y a des émotions alors il y a des émotions qui sont conscientes, donc dans ces cas-là, on peut les identifier, on peut facilement les maîtriser et vous avez des émotions qui sont inconscientes et dans ces cas-là, il est plus difficile d'aller chercher la cause et bien souvent, quand elle émerge, quand elle vient à nous, elle se présente pas, elle vient soudainement et on a un peu plus de mal à, comprendre d'où elle vient et pourquoi est-ce qu'elle surgit à ce moment-là. D'accord? En revanche, quand on est conscient de nos propres émotions, on arrive plus facilement à prendre, de la distance vis-à-vis de cette émotion et éventuellement de la comprendre, de la communiquer et de la partager avec autrui. Alors, je vous ai fait un petit slide sur les émotions. Alors voilà, on est toujours dans les définitions. Pour savoir, donc effectivement, il y a des émotions primaires, hein, je vous ai mis des quelques références, notamment le psychologue américain Paul Ekman, dans les années 70, ça date, mais effectivement, c'est lui qui a, dénombré les 6 émotions fondamentales, hein, que tout le monde connaît: la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. D'accord? Donc ça, c'est voilà, c'est les modèles, primaires qui sont présentes dès tout petit. Voilà, quand on est tout petit, on a ces émotions qui sont bien présentes, mais elles sont aussi la base d'émotions beaucoup plus complexes et qu'on appelle des émotions secondaires. Donc éventuellement des émotions sociales. Donc voilà, il faut savoir, qu'effectivement il y a eu, beaucoup de travaux sur ces émotions et sur, les interactions des émotions primaires entre elles, pour pouvoir faire émerger et comprendre les émotions secondaires. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, une combinaison entre 2 émotions de base, par exemple la surprise et la tristesse, va nous donner la déception. La colère et le dégoût va nous donner de l'hostilité.
la colère et la joie, de la fierté. Voilà. Il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'une émotion de base peut se conjuguer et se combiner avec une autre émotion également de base et du coup engendrer des émotions secondaires. Je vous ai mis une petite, rosace, voilà, avec, différentes combinaisons que vous allez pouvoir, regarder plus tard. On continue. Donc là, voilà, je suis revenue un petit peu sur les émotions de base, hein, avec des définitions bien définies pour chacune. Bah, voilà, je vais faire vraiment succinctement, hein, la joie qui est liée à la satisfaction d'un désir, la réussite. En général, effectivement, elle nous met dans un état de satisfaction, de bien-être, qui se manifeste par la gaieté, la bonne humeur. En général, cette joie, effectivement, elle accroît, notre énergie, notre motivation et notre confiance en soi. D'accord? La colère, là, on est plus dans une réaction de protection. Bien souvent, elle résulte d'une frustration, d'un sentiment d'injustice, de rencontre d'un obstacle, voilà, ou effectivement, d'une atteinte, excusez-moi, de notre intégrité physique ou psychologique. La colère, on la trouve souvent, comme la joie, mais on la trouve souvent chez nos petits-enfants, voilà, chez des enfants, en bas âge, qui sont souvent font souvent face à des moments de frustration, des sentiments d'injustice ou ne sont pas en capacité de faire, n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire. Donc voilà, pour eux, c'est un obstacle, voilà, ils ont du mal, donc ils se mettent en colère. C'est de la frustration. Ensuite, vous avez l'émotion, la tristesse, qui est liée à la perte, une déception, un sentiment d'impuissance, un souhait insatisfait, d'accord? La tristesse vraiment se caractérise par une baisse d'énergie et de la motivation. Voilà, ça, j'imagine que tout le monde a testé ce type d'émotion. Donc on sent bien, hein, quand on est triste, automatiquement notre énergie est beaucoup plus basse. La peur, donc la peur, c'est une émotion d'anticipation. Ça, c'est très intéressant. De savoir que la peur est une émotion d'anticipation. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous sujets à nos peurs. C'est-à-dire qu'au quotidien, nous faisons face à nos peurs et qu'au quotidien, si nous arrivons à prendre du recul par rapport à ces peurs, nous nous rendons compte que la peur est vraiment une émotion d'anticipation. C'est-à-dire qu'on va anticiper un événement, une réaction et du coup, on va vraiment, plonger dans cette peur, qui nous informe d'un danger, d'une menace potentielle, qui éventuellement peut effectivement, dans des cas particuliers, nous préparer à une fuite ou, une façon, aussi de agir. Voilà. Bien souvent, la peur, elle peut être elle peut être stimulante, mais elle peut être aussi bloquante. Stimulante, c'est-à-dire, on est face un exemple, j'ai peur d'un chien. Le chien se présente à moi, je vais être dans un comportement de fuite et dans un comportement, qui va stimuler du coup le comportement et qui va, m'éloigner. En revanche, la peur peut être aussi bloquante, c'est-à-dire nous tétaniser, on n'est plus en mesure, de passer à l'action et du coup, bien souvent, ça peut être aussi, pour nous adultes, bien souvent quand on doit se lancer dans des projets professionnels ou bien dans de nouvelles activités, bien souvent effectivement, il y a toujours cette peur qui est là et qui nous bloque dans notre élan et dans nos actions. La cinquième émotion de base qui est la surprise. Bon effectivement, hein, la surprise donc c'est provoqué par un événement inattendu, soudain, qui est lié à un changement imminent, hein, assez rapide et qui va, un peu à l'encontre de nos perceptions, de nos représentations. On est surpris sur le moment de ce qui se passe, voilà. Elle est généralement brève, hein, la surprise est relativement brève et elle s'estompe pour laisser place à une autre émotion, en fonction effectivement de la surprise. La sixième émotion, le dégoût, qui correspond vraiment à un rejet, une aversion physique ou psychologique envers un objet, qui peut être la nourriture, une personne, voilà, qui est perçue nuisible ou qui nous convient pas. Voilà pour les émotions de base. Alors, comment se manifeste-t-elle? Voilà, là on vient vraiment sur, la manifestation de l'émotion. Donc il y a 5 étapes. Alors, il y a déjà la première étape qui est l'expression, donc l'expression émotionnelle. En général, quand on éprouve une émotion, bien souvent, alors il y en a certains qui arrivent à cacher leurs émotions, mais si on observe bien, si on est en capacité d'observer et d'avoir aussi parfois de l'empathie, donc ça on en parlera tout à l'heure,
on peut facilement voir quand quelqu'un est atteint d'une émotion ou quand quelqu'un vit intensément une émotion. Ça se lit sur son visage, ça s'entend, hein, par des manifestations vocales, par des cris, par voilà, quand on est en colère, par des fois des insultes, des choses comme ça, voilà, donc ça s'observe. Ça s'observe aussi d'un point de vue postural, c'est-à-dire qu'effectivement, on sent que le corps, rentre en jeu, hein. Si on est triste, on va être voûté, voilà, on va pas être très bien. Si on est heureux, si on est joyeux, au fait, automatiquement, on a un sourire, notre corps s'ouvre, voilà, on est heureux, on sent que la joie est ici. Donc ça, c'est l'expression. Ensuite, il y a la motivation. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc la motivation, c'est-à-dire qu'une émotion va enclencher une action. Donc, par exemple, la peur va provoquer ce qu'on disait tout à l'heure, l'évitement ou l'affrontement. D'accord. L'amour va provoquer la recherche de proximité. La honte provoque l'isolement. D'accord. Donc derrière une émotion, il y a toujours une motivation à une action. Voilà. Ensuite, la troisième étape, ça va être la réaction corporelle. Alors, qui est complètement différente de l'expression. La réaction corporelle, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment des réactions viscérales, motrices, c'est-à-dire que, bah, je vous donne des exemples, hein, sur le slide. Une peur va faire bondir notre cœur. Voilà, c'est vraiment des sensations corporelles, qui va, engendrer, des sensations physiques, des ressentis, on se sent pas bien, ou on se sent bien, comme noté, par exemple, l'amour provoque des papillons dans le ventre, le dégoût provoque l'envie de vomir, le stress provoque de la transpiration. C'est vraiment des réactions corporelles. Quatrième étape, le sentiment. Alors le sentiment, c'est vraiment, faut faire la différence entre un sentiment et une émotion. L'émotion est vraiment, intègre vraiment des notions avec des étapes bien précises pour s'exprimer. Le sentiment, c'est ce qui suit l'émotion. C'est vraiment une représentation consciente. C'est une fois qu'on a mis des mots sur ce qu'on vit, là, on est plus dans un sentiment. C'est-à-dire, on ressent quelque chose et avec une sensation un peu plus diffuse et un peu plus durable. Par exemple, je me sens anxieux. Voilà, c'est une sensation, c'est un sentiment et ce n'est pas une émotion. L'émotion est beaucoup plus brève, d'accord? Alors ensuite, en cinquième étape, donc on a l'évaluation cognitive, donc là, bah, c'est le cortex cérébral qui rentre en jeu et là, effectivement, à ce moment-là, on va pouvoir évaluer le ressenti émotionnel avec, hem, comment dire? À ce moment-là, rentrent en jeu vraiment nos considérations sur le contexte. C'est-à-dire que, notre, on va dire intelligence cognitive, hein, notre façon de percevoir les choses, va rentrer et va nous, permettre d'expliquer, pourquoi est-ce que j'ai ressenti telle sensation, pourquoi est-ce que j'ai ressenti telle émotion à ce moment-là et on va pouvoir lui donner une forme, pouvoir l'expliquer parfois en atténuant la sensation ou parfois en la multipliant. Un exemple, par exemple, mon collègue me provoque, je suis irritée, ça ne va pas mais cette évaluation cognitive de la situation va me permettre de me rendre compte qu'en fait, il plaisante et du coup, voilà, j'ai eu besoin, en fait, sur le moment, voilà, il y a une émotion qui est arrivée avec un ressenti, il m'a provoqué, je me sentais pas très bien, j'étais irritée et puis finalement, cette évaluation cognitive m'a permis de prendre de la distance et de me rendre compte qu'en fait, simplement, il plaisantait. Du coup, à ce moment-là, si tout va bien, je me détends et en général, je ris avec lui. Voilà. Je vous ai mis des petits, j'imagine que beaucoup de personnes ont vu le film Vice versa. Bon, si vous ne l'avez pas vu, c'est un super beau film, à découvrir. Voilà, avec vos enfants aussi, mais c'est vrai qu'il s'adresse aussi aux adultes et il est vraiment, vraiment génial. On continue. Alors, à quoi servent les émotions? Donc on est vraiment dans les définitions, hein, vraiment dans l'approche de base. Alors, il y a, plusieurs, fonctions. Donc premièrement, la fonction adaptative, donc qui date de Darwin. Voilà, Darwin qui était biologiste, hein, et qui nous explique en fait que, l'émotion nous sert à nous adapter à, notre environnement, à, pour le coup, choisir le mouvement, l'action qui va nous permettre de mobiliser notre énergie pour nous rendre, comment dire? Pour faire face à cette émotion. D'accord?
corps, c'est vraiment une fonction adaptative. La fonction, bien souvent, comment dire? Bien souvent, l'émotion a un message à nous transmettre et du coup, effectivement, on va pouvoir, quand on apprend à accueillir nos émotions et à comprendre quelle émotion, se déroule en nous, on va pouvoir effectivement s'adapter à la situation. On a aussi donc les émotions sont aussi une fonction de socialisation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sans émotion, il n'y a pas de relation. L'émotion nous sert à aller vers l'autre, à être en compagnie, à, avoir envie de construire des relations, grâce à un partage émotionnel et grâce à de l'empathie. Voilà, ça a vraiment une fonction de socialisation, voilà, pour chacun. Ensuite, nous avons d'autres fonctions, notamment d'optimisation de nos facultés mentales. Donc là, c'est un peu plus poussé, c'est avec, toujours Antonio Damasio qui, développe, cette fonction. Alors, l'émotion est un guide à la prise de décision. C'est-à-dire, les émotions nous permettent d'évaluer un objet, une personne, une situation et d'adapter notre comportement en conséquence. C'est-à-dire que je perçois une émotion et elle va nous permettre effectivement de nous rendre compte si cette personne ou cet objet, est en cohérence, nous convient et est-ce que, la situation est adaptée, à nous, à ce moment-là. Voilà, hein, l'émotion est vraiment, un guide pour comprendre, pour prendre des décisions par rapport à différents événements. Alors, quand on parle d'un objet, ça peut être, l'achat d'un objet. Est-ce que je suis émotionnellement face à cet objet? Qu'est-ce que je ressens face à cet objet? Est-ce que c'est vraiment un objet qui me plaît? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce qu'il me met en joie? Ou bien c'est simplement, une considération, matérielle, c'est-à-dire j'ai envie d'acheter voilà. Il y a vraiment un moyen de nous guider, dans nos choix, dans nos décisions. Pareil pour les personnes, pareil pour les situations. Ah oui, donc les émotions nous guident parfois aussi à partir d'éléments qu'on ne s'explique pas. Bien souvent, j'imagine que vous aussi, moi ça m'arrive, très, très régulièrement, je ne sais pas pourquoi, mais il y a certaines situations ou même certaines personnes, on se dit: «Bah non, là je le sens pas. Là, ça va pas passer, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas l'expliquer, mais je ne le sens pas». Voilà, pour l'instant, bien souvent ça provient des émotions inconscientes. Mais par contre, notre corps, notre mental a compris qu'il y avait quelque chose qui rentrait en jeu, mais inconsciemment, l'émotion n'arrive pas à émerger. Ensuite, il y a effectivement, d'autres fonctions qui est le soutien, à d'autres fonctions cognitives comme l'attention à la mémoire. Alors rapidement, par exemple, des événements comme, un anniversaire, effectivement quand, à ce moment-là, bien souvent, vous le voyez très bien avec vos enfants, heu, ou avec vos proches, quand, il est heureux. Par exemple, il a fêté son anniversaire, émotionnellement, ça a été très intense pour lui, les cousins, cousines, la famille était là. En général, c'est des événements que les enfants, retiennent et sont capables de vous raconter pendant des années, qui retiennent même parfois tout le temps. Des événements un peu plus lourds comme les décès ou bien, voilà. Là, effectivement, c'est des moments qui nous sont chers et qui se restent mémorisés, hein, dans notre fonction, cognitive. Hem, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux fonctions? Oui, par exemple, effectivement, dans le cadre scolaire, on va plus facilement, par exemple, retenir les cours d'un professeur qui sait mobiliser les émotions des enfants, qui sait mobiliser, l'interaction émotionnelle avec, comment dire? Ses élèves, plutôt qu'un professeur qui ne transmet pas, heu, voilà, cette interaction. Voilà pour les fonctions, des émotions. On passe au module 2. Alors, c'est vraiment observer et nommer ses émotions, accueillir ses émotions et apprendre à les modifier. Alors premièrement, je voulais juste revenir avant de commencer, mais on va revenir sur le 1er slide. Oui. Ah! Oui, excuse-moi, c'est vrai qu'il y avait des questions. Aïma, est-ce que tu veux commencer? Vous m'entendez? Oui? Oui?
Alors, Je lance la première question, puis je laisserai Naïma lancer la deuxième. d'accord, très bien. Est-ce que la perception de soi est la même chose que l'estime de soi? Alors, c'est 2 choses complètement différentes. Alors, la perception de soi, c'est un peu un état des lieux que vous allez faire de vous-même. C'est comment je me perçois. Comment est-ce que je suis? Comment est-ce que j'incarne ma personne? Comment est-ce que j'incarne, mes valeurs, mes idéaux? Mais tout simplement un état des lieux de qui je suis et du coup, la perception de soi, c'est vraiment important d'aller la chercher, hein. C'est vraiment un travail à faire, je vous encourage à le faire, à lister, justement qui vous êtes et ça va vous aider justement à, comment dire? À apprendre à vous connaître, à justement à comprendre qui vous êtes, quelles sont mes valeurs, quels sont mes idéaux, quelles sont mes motivations, quelles sont mes émotions, hein. Bien souvent, on peut les noter aussi. C'est vraiment voilà, c'est vraiment un état des lieux de soi, c'est vraiment une perception de qui je suis, et plus vous allez apprendre à connaître qui vous êtes et plus vous allez pouvoir l'incarner face à l'autre et face aux événements que vous allez vivre, hein. L'estime de soi, c'est plus des pensées ou comment dire? Une représentation que je vais avoir de moi, qui va mettre, comment dire? Qui va mettre en jeu mes compétences. L'estime de soi, on remet bien souvent, en jeu nos compétences, nos qualités, heu heu, bie parfois, notre physique, nos capacités de faire, nos capacités de comprendre et effectivement, bien souvent quand il y a une estime de soi assez basse, c'est parce que, on a, alors déjà parce qu'on bien souvent on a un dialogue intérieur qui est malheureusement, plutôt négatif, erroné, qui voilà, qui nous porte pas, qui nous valorise pas. Ça c'est une première chose et il se peut aussi que dans notre vie, il y ait certains événements, parfois banals, qui nous comment dire? Qui nous amène à avoir, des pensées négatives sur soi et sur nos compétences, sur notre façon, d'être, sur notre représentation, heu, sociale, heu, hem, voilà, dans la société. Voilà, c'est vraiment 2 choses différentes. Une deuxième question sur les émotions par rapport au schéma que vous aviez mis. Est-ce que les émotions secondaires peuvent se combiner? Vous allez voir à la fin des slides, je vous ai mis tout plein d'outils et puis, de schémas, et vous avez effectivement un slide spécifique sur les émotions secondaires et la combinaison des émotions et plein de schémas, voilà. Oui, effectivement, on pourra revenir, rapidement dessus, plus tard, sans problème. OK, super, c'est parti. Alors, module 2, observer. Oui, alors du coup, je vous disais tout à l'heure, donc effectivement, bien souvent, il y a un terme sur lequel j'aimerais revenir avec vous avant de commencer ce module. C'est bien souvent quand on parle d'émotions, on va parler de gestion des émotions et il faut savoir qu'une émotion ne se gère pas. On ne peut pas gérer une émotion, on va gérer notre entreprise, on va gérer, nos affaires, mais une émotion ne se gère pas. La gestion quand on emploie le terme gestion des émotions, c'est vraiment, un terme erroné. Ça ne se gère pas. Ce n'est pas possible de gérer une émotion, ce n'est pas possible, c'est inconcevable. En revanche, on peut employer effectivement l'accueil de l'émotion et c'est par cet accueil, que tout se passe. D'accord? On va plus parler, nous, d'accueillir ses émotions plutôt que gérer ses émotions. On continue. Alors, premièrement, on va aborder, la notion d'observer et nommer ses émotions. Donc ça, c'est très, très important. C'est la première étape pour pouvoir accueillir nos émotions. C'est pouvoir prendre le temps d'observer, de s'observer pour pouvoir nommer l'émotion qui nous traverse. Rapidement, avant, comme ça après je vous donne un exemple. Effectivement, il y a différentes émotions. Vous avez des émotions vives, des émotions sourdes et des émotions qui motivent. D'accord? C'est vraiment différentes émotions, vous verrez, heu,
voilà, vous lirez. Mais globalement, comment on entreprend pour observer et nommer nos émotions, c'est ça qui est intéressant, hein. Moi, c'est vraiment la pratique qui m'intéresse, je souhaite vous transmettre, cette partie-là. C'est qu'à un moment donné, voilà, je ressens une émotion, elle me traverse. Alors bien sûr, tout dépend du cas de figure, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Est-ce que je suis au travail? Est-ce que je suis en voiture? Posez-vous la question, déjà, à quel moment elle me traverse cette émotion? À quel moment elle se manifeste? Qu'est-ce qui se passe? Observez un petit peu votre environnement, observez qu'est-ce qui se passe autour de vous. Je ressens quelque chose à tel moment, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est, pas toujours évident parce qu'effectivement, on sait très bien dans notre quotidien, on est submergé par nos activités, par les enfants, par la vie familiale. Mais, ça se fait progressivement. C'est-à-dire que, à partir de ce soir, après la conférence, je vous invite vraiment à prendre du temps pour, essayer d'aller déceler chaque petite émotion qui va pouvoir vous traverser. Et ça va être un tout petit travail qui va se faire pas à pas. C'est-à-dire que vous allez pas pouvoir, complètement, hein, gérer votre quotidien différemment et accueillir ces émotions. Mais par contre, vous allez vraiment prendre une émotion une par une. Déjà pour commencer à vous habituer à ce fonctionnement, à cette observation que vous allez, mettre en place et au fur et à mesure où vous allez le faire, ça va être beaucoup plus facile pour vous et vous allez pouvoir prendre de la distance par rapport à cette émotion et pouvoir effectivement la nommer et quand on dit la nommer, c'est-à-dire vraiment la partager, vraiment, l'extérioriser, hein. Donc on se demande: «Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Comment je la ressens cette émotion et comment elle se manifeste?» Ensuite, une fois que je pose ces questions-là, je peux aussi donner du sens à cette émotion. D'accord? Donc c'est très important. Donner du sens, essayer, d'un petit peu, la définir. Pourquoi elle est là? Comment vous la percevez? Est-ce qu'elle est intense? Est-ce qu'elle est moins intense? Est-ce que c'est une émotion sourde? Est-ce que c'est une émotion qui me motive à ce moment-là? Est-ce que c'est une émotion qui me fait passer à l'action? Ou bien au contraire, c'est une émotion comme la peur, qui me met en retrait? C'est très important si vous voulez aussi, c'est pourquoi pas, vous pouvez, les noter. Alors, ça peut être simplement noter un ressenti. Vous n'avez pas le temps d'approfondir cette notion, vous y revenez le soir et ça vous permet vraiment de revenir sur cette situation-là. D'accord? Donc je vous ai mis quelques exemples. Par exemple, j'ai une boule à l'estomac. Voilà, j'ai la gorge nouée, j'ai les pieds qui tremblent, je ressens comme une paralysie, je ne parviens pas à m'exprimer. D'accord? Ça, c'est des ressentis que vous pouvez aller chercher, que vous pouvez aller décortiquer en prenant le temps de vous observer et de les nommer. D'accord? Je mettais un point de vigilance à la fin, c'est que la majorité des personnes ne nomment pas l'émotion qu'elles ressentent, mais bien souvent elles nomment, le moment où elles ressentent l'émotion. D'accord? Soyez vigilants à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est effectivement, quand on va parler d'une émotion qu'on a ressentie, on va dire: «Ah bah oui, c'est dans telle situation», voilà, tout à l'heure, on avait des problèmes de connexion. On s'est bien dé on a réussi à se dépatouiller, mais effectivement, émotionnellement, voilà, c'était intense. On arrivait, au moment, c'est l'heure de la conférence, on avait du mal et émotionnellement, c'était présent, elle était là. Mais effectivement, quand je vous la raconte, par exemple, je vais automatiquement vous parler de l'instant, de la situation, du moment et je vais pas réellement vous parler de ce qui s'est passé en tant émotionnellement, de ce qui s'est passé derrière. Et pourtant, bah, écoutez, ça m'a remis un ça voilà, ça m'a remué parce que je me suis dit: «Est-ce qu'on va être dans les temps?» Comment je d'un point de vue corporel, effectivement, je me sentais un petit peu anxieuse. Est-ce que je vais être, assez zen pour pouvoir vous présenter la conférence? Est-ce que pour le coup, bah, le mental rentre en jeu, donc est-ce que je vais pouvoir, heu, facilement laisser venir, hem, les exemples, voilà, les informations, toutes les informations, ce que j'ai à vous transmettre? Donc, effectivement, derrière ça, il y avait, une espèce aussi de colère pour parler, voilà, une petite colère parce qu'on a testé avec Orlan cet après-midi, tout marchait, tout fonctionnait. Bon, le partage, c'était pas tout à fait ça, mais on s'est dit: «Mais c'est pas possible». Donc effectivement, bon, elle était, pas trop importante cette colère, mais il y avait, voilà, cette colère, cette frustration que les choses ne se passent pas, comme on voudrait, voilà. Elle était présente. Mais effectivement, la première chose que je vous ai présentée, c'était la situation. D'accord? Donc ne restez pas au niveau de la situation, allez vraiment dans le ressenti.
Voilà. Alors, accueillir ses émotions, alors ce qui est important au niveau de l'accueil des émotions, c'est surtout quand vous avez une émotion, de ne pas la juger. Hem, ne vous dites pas, «C'est une bonne ou une mauvaise émotion». C'est vrai qu'on nous a habitués à nous dire que la colère, la peur, c'est de mauvaises émotions, la joie, la surprise, c'est des bonnes émotions. Voilà, on a essayé un petit peu, voilà, on a catégorisé un petit peu les bonnes et mauvaises émotions et c'est vrai que quand on accueille une émotion, on la met simplement en évidence. Il faut surtout pas aller la juger et aller l'étiqueter bonne ou mauvaise. Simplement, faites-la émerger, reconnaissez-la, dites-vous qu'elle est présente, qu'elle est là et qu'effectivement, l'objectif, c'est de la mettre, en lumière, bonne ou mauvaise, en fonction de votre considération. D'accord? C'est vrai qu'avec le recul, moi, je peux vous dire que la colère, la tristesse, la peur, pour moi, sont de très bonnes émotions. Voilà, je les classe plus dans la case mauvaise émotion. J'arrive, à faire la part des choses et à me dire: «Mais, derrière la peur que je ressens, là, je la ressens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui rentre en jeu? Qu'est-ce qui quel est le message que me transmet cette peur?» La colère, c'est la même chose. La tristesse aussi. Et bien souvent, effectivement, on s'est dit: «Ah, je suis triste, je suis pas bien, j'ai envie que ça passe, j'ai envie d'être joyeuse» et ben, finalement, non, la tristesse a le droit aussi d'exister et a vraiment le droit d'être présente pendant un petit moment parce qu'elle a des choses à nous dire. On n'est pas spécialement toujours obligé d'être heureux, d'être épanoui, d'être resplendissant. On peut aussi vivre des moments un peu plus de tristesse, des moments où on a besoin d'être un peu plus en repli sur soi et c'est génial. Vraiment, c'est génial. Donc voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, une émotion peut être inconsciente ou consciente. D'accord? Quand elle est consciente, bah, c'est génial parce qu'effectivement, on peut la travailler. On peut vraiment, plus facilement, comprendre ce qui se passe. Quand cette émotion est plus inconsciente, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, mais on ne sait pas quoi. Sachez que c'est le corps qui va exprimer. C'est lui qui ressent. Vous avez une émotion, vous ne savez pas laquelle, vous n'arrivez pas à la nommer, écoutez votre corps, observez votre corps. Tous les mots du corps sont des messagers et effectivement, bien souvent, c'est les émotions. Donc, une douleur à l'épaule, un mal de tête, une fatigue, voilà. C'est qu'il y a un message derrière, effectivement, c'est voilà, c'est inconscient. Voilà pour celui-ci. Alors, on va alors attendez, juste je regarde, c'est parfait. Alors, comment on fait pour modifier nos émotions? Alors là, je vous ai fait un petit topo, mais pareil, hein, je ne vais pas tout lire, je vais vous faire un rapidement, je vais vous présenter ça rapidement. Qu'est-ce qui fonctionne pas et qu'est-ce qui fonctionne? J'ai commencé par ce qui fonctionne pas et qu'en général, on pense que ça fonctionne pour accueillir les émotions. C'est des choses qu'on se répète et on s'est dit: «Ça va fonctionner, c'est sûr, si je fais ça, je vais, modifier mon émotion, je vais pouvoir, voilà, aller mieux». En fait, ce qui est primordial, c'est de la reconnaître et c'est de l'accepter. D'accord? Ce qui ne fonctionne pas, c'est d'essayer de penser à autre chose. Voilà, c'est essayer de ne pas penser justement à ce qui nous préoccupe. Bien souvent, on occulte. Voilà, non, là, ça va pas, j'ai pas envie d'y penser, je passe à côté, je laisse de côté. Ça ne marche pas. Se détendre et respirer profondément. Je reviendrai sur ça aussi tout à l'heure, parce qu'on va faire quand même des exercices de respiration et de méditation. Mais, là, quand je dis se détendre, respirer profondément, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez une émotion, effectivement, ça va vous aider sur l'instant, mais ça ne va pas vous permettre de l'accueillir et plus ou moins de contrôler vos émotions. Ça va vous aider à vous détendre sur le moment, à pouvoir, situation banale, on est au travail, je reçois un message, voilà qui me fait réagir, émotionnellement, c'est très intense, mais je peux pas me permettre de vivre cette émotion à ce moment-là. Je dois continuer à travailler, je dois faire, bonne figure vis-à-vis de mes collègues ou, vis-à-vis de mon employeur. Pour le coup, je vais effectivement pouvoir m'isoler
bien souvent, nous dans les toilettes ou dans une salle de repos, peu importe, un moment à vous, vous vous isolez, vous prenez du temps, vous respirez. Ça va permettre de faire redescendre un petit peu, cette émotion, mais ça ne va pas la libérer. Ça ne va pas, vous permettre de la contrôler. Si vous laissez, cette émotion, qui reste sourde, elle reviendra. Elle va ressurgir, donc il faudra la traiter une fois sortie du travail, par exemple. Libérer l'attention par d'autres voies, par exemple, bien souvent, on parle aussi, de la libération des émotions par le sport. Alors le sport, c'est génial, j'encourage le sport, que ça soit pour les adultes, pour les enfants, mais ça ne libère pas vos émotions. Ça va juste venir vous détendre, pareil, ça va vous aider à penser à autre chose, à passer à autre chose. Ça va être super pour votre corps, ça va permettre aussi à lui, de pouvoir se décharger de plein de tensions de plein de tensions. Mais en revanche, ça ne va pas vous aider à accueillir et accepter, à comprendre l'émotion que vous vivez. Voilà. 4e chose qui ne fonctionne pas, c'est les pensées positives. Alors, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Les pensées positives, elles fonctionnent sur l'instant, c'est-à-dire qu'on va essayer de changer notre manière de penser, rapidement sur l'instant. On va essayer de modifier notre phrase, modifier notre façon de penser. Sauf que en fait, quand se force à avoir des pensées positives, ça veut dire qu'on occulte les pensées négatives et comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas d'émotion négative. C'est que si vous avez une pensée négative qui est en lien à une émotion négative, c'est que derrière, il y a un message et il y a un message à traiter. Voilà, tout simplement. Ce qui fonctionne, alors là, il y en a plein. Voilà, il y en a plein, c'est effectivement voir, à essayer alors bien sûr avec un travail, hein, c'est vraiment quelque chose que vous allez rechercher, hein, c'est quelque chose que vous allez, approfondir, par exemple chercher un autre point de vue de la situation. Donc dans ces cas-là, effectivement, vous allez automatiquement revenir sur votre émotion, sur la situation que vous vivez et vous essayez de modifier cette situation qui se vit, et de relativiser. D'accord? Parmi toutes ces superbes choses que je vous ai mis, par exemple, il y a la méditation. Bon, la méditation, ça, je vous ai mis des petits, liens des liens par la suite. La méditation, c'est juste magique. Alors juste précision, si vous souhaitez vous mettre à la méditation et que vous vous dites: «Ça va vous aider pour accepter, accueillir vos émotions», ce n'est pas en méditant une fois par mois ou une fois de temps en temps. La méditation, c'est vraiment une méditation, c'est vraiment une philosophie qu'il faut adopter, c'est vraiment comment dire? Un acte qu'il faut mettre en place, une action qu'il faut mettre en place dans votre vie et il faut vraiment méditer régulièrement. Alors ce n'est pas obligé, vous n'avez pas besoin de méditer pendant des heures, ça peut être, pendant 5-10 minutes au départ et au fur et à mesure où vous verrez qu'effectivement ça vous aide, vous allez pouvoir éventuellement, positionner des instants de méditation à des moments où vous sentez besoin de prendre du recul justement par rapport à une situation, prendre du recul par rapport à comment dire? À une émotion et la méditation, c'est magique et plus vous allez la faire et plus ça va vous aider et plus vous allez facilement, vous connecter à vos émotions et pouvoir, les accepter, plus rapidement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, les émotions dans un journal, ça n'hésitez pas. Voilà, vraiment un journal émotionnel si vous le voulez, si vous le pouvez, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez avoir un petit carnet ou bien comme moi, le téléphone, n'hésitez pas. Vous notez votre émotion, la situation, comment vous l'avez ressentie, qu'est-ce que ça a provoqué physiquement chez vous, comment vous vous êtes senti à ce moment-là. D'accord? Vous pouvez aussi, noter, est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un? Est-ce que vous osez pas? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Alors oui, il y a l'observation dans le miroir qui est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, hem, ça permet quand vous vous observez dans un miroir, imaginons, je suis en colère, ça va pas, là j'en peux plus, ça va plus du tout et bien, le fait de s'isoler, de s'observer dans un miroir va augmenter votre niveau de conscience de vous-même et de vos émotions et ça va vous permettre, de vous en séparer pendant un instant. D'accord? Pour pouvoir après effectivement aller décortiquer un peu plus ces émotions et à pouvoir les comprendre. Donc ça marche super bien. Observez-vous dans un miroir. Voilà, sur ce point.
Alors, je vous ai mis une petite slide avec plein de petits liens que je pense que vous allez pouvoir récupérer. Le premier lien, alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, Christophe André, qui est psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne et qui est, juste, c'est un homme extraordinaire, qui nous partage énormément de méditations, hein, sur YouTube. N'hésitez pas à aller consulter. Et là, en fait, le lien que je vous ai mis, c'est surtout, un lien, qui va expliquer justement, la relation, de la pratique de la méditation avec l'accueil des émotions. Donc voilà, c'est une petite présentation, faite par Christophe André pour expliquer le lien, entre les 2. Et ensuite, je vous ai mis, plein de petits liens que vous allez, pouvoir aller voir, mais vous en avez plein, hein, franchement, j'avoue que internet maintenant est une source, voilà, une source, magnifique, hein, pour aller chercher, des exercices. Donc ça, moi, je vous ai fait une sélection, mais sachez parfois vous pouvez faire votre propre sélection parce que, les musiques changent, la voix de la personne, alors vous pouvez avoir des méditations guidées, la voix de la personne est importante. Il y a certaines voix qui ne passent pas, et certaines personnes, la voix ne me convient pas. Ou les musiques aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'aime beaucoup, je vous ai mis Cédric Michel, j'aime beaucoup, cet homme, il a une voix, pour moi extraordinaire. Donc je vous ai mis, voilà un petit, un petit lien, allez voir, il a fait énormément de choses, de gratuits sur internet. Voilà. Si je peux me permettre, juste par rapport justement aux liens, alors sachez les ressources sont gratuites sur internet. Bien souvent, vous avez toujours, des propositions de programmes, d'achat. Honnêtement, dans un premier temps, c'est pas nécessaire. Vous avez, tout ce qu'il faut sur internet. Juste, ce que je vous demande, c'est de pratiquer régulièrement et avec la pratique, vous allez voir que les choses vont changer. Vous allez vraiment prendre de la distance vis-à-vis de l'émotion et vous allez pouvoir vous observer. Alors, heu, alors, la prochaine slide, en fait, c'est un exercice qui est la cohérence cardiaque. Alors pareil, hein, vous prenez le temps, vous allez voir, certainement également beaucoup d'entre vous connaissent. C'est vraiment pertinent, hein, la cohérence cardiaque, c'est vraiment un exercice très, très intéressant et on va, se quitter d'ailleurs, hein, sur cet exercice à la fin de la conférence. On vous mettra, le lien, en marche et du coup, vous pourrez tester la cohérence cardiaque, très facilement. Donc c'est simple, hein, vous allez voir sur internet aussi, vous en avez plein. Alors là, c'est une petite, balle qui monte et qui descend avec donc, l'inspiration, l'expiration, donc faut suivre le mouvement. Voilà, vous suivez tout simplement. Celle-ci, elle dure 5 minutes. Vous en avez, certaines qui durent un peu plus longtemps. Il y en a d'autres également qui intègrent des moments de pause, parce qu'à partir d'un moment, on peut aussi mettre quelques moments de pause dans notre respiration. Voilà, c'est assez intéressant. Voilà et donc maintenant, je vous propose de passer à un petit exercice pratique. Je vais connecter la musique si tout va bien. Alors, on parlait des différentes émotions. Quand on en a plusieurs, on ne sait pas les différencier entre la colère, le dégoût et la tristesse. Comment on peut les nommer quand la frontière entre elles sont fines? Comment on peut les reconnaître? C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure avec la question, de tout à l'heure, c'était la perception de soi. C'est justement apprendre à percevoir qui on est et comment on réagit dans telle situation. Et le fait de percevoir qui on est et comment on vit certaines situations et quelles sont nos façons de réagir, bien souvent, on arrive plus facilement à aller comprendre cette émotion. Heu, Par exemple, il peut effectivement avoir, une combinaison, hein, entre des 2 émotions, mais les émotions de base qui est par exemple la colère, le dégoût ou la colère, la truc enfin, la colère, le dégoût et qu'est-ce qu'on aurait d'autre qui pourrait être, à peu près, similaire, la la tristesse, oui, mais une f en fait, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est très important, avant même, heu, d'aller chercher, à mettre des comment dire? À donner une signification à l'émotion, c'est de vous connaître, c'est d'aller voir ce que vous ressentez. Physiquement, c'est pour ça que je parlais du corps, physiquement, la colère ne va pas nous donner les mêmes symptômes ou les mêmes réactions que le dégoût ou que la tristesse.
voilà, physiologiquement, on ne va pas réagir de la même façon. Et donc, c'est en ça que la connaissance de soi et la perception de soi va nous permettre de nous guider. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis en colère, c'est simple, enfin c'est simple quand on perçoit ce qu'est la colère. Mais la colère, effectivement, on sent, voilà, je suis en colère, je sens qu'il y a une espèce d'émotion qui m'envahit au niveau du thorax, ça chauffe, c'est, voilà, je suis prête à bondir, je suis prête à crier. La colère, elle est bien présente physiquement, elle est là, et en même temps, on peut prendre aussi le temps d'observer nos pensées. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Quelle est cette pensée que je me répète? Quelle est cette pensée qui engendre cette colère? Donc la colère, c'est aussi par exemple, un exemple simple, je rentre du travail le soir, je suis fatiguée, j'ai une journée très, 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 épuisante. Je rentre chez moi et j'inspire à, du calme, du repos, à pouvoir, manger tranquillement, et je rentre chez moi et malheureusement, je me rends compte que la table n'a pas été débarrassée du repas du midi, ou bien, tout simplement une paire de chaussettes traîne dans le couloir. Eh ben, sachez que automatiquement, vous allez ressentir, u une colère qui va surgir, qui est normale, mais qui est due effectivement à cette situation déjà de fatigue que vous ressentez parce que vous avez, voilà, vous avez une journée fatiguée, qui va venir se rajouter à ce sentiment d'injustice qui est là, qui dit: «Mais c'est pas possible, pourquoi? Pourquoi est-ce que les choses ne sont pas faites? Pourquoi est-ce qu'ils ne m'écoutent pas?» Si c'est des enfants, des conjoints, peu importe, et effectivement, cette colère va surgir et cette colère va s'exprimer. Donc émotionnellement, le contexte, mais aussi ce que vous vivez, va vous permettre de savoir quelle émotion se vit. D'accord? Le dégoût, ça va vraiment être une envie, par exemple, de vomir, ou un rejet de l'aliment, ou voire même de la personne. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de parler à cette personne, elle ne me plaît pas. Donc c'est vraiment un rejet. Il y a vraiment des caractéristiques précises, pour chaque émotion. La tristesse, c'est, vraiment je ne veux parler à enfin, je veux être dans mon coin, je veux pas j'ai pas envie d'échanger, j'ai pas envie j'ai envie d'être seule, j'ai envie d'être tranquille, qu'on me laisse tranquille. J'ai même pas envie de dire pourquoi je suis triste, pourquoi ça ne va pas. Donc, c'est en ça où, en fait, c'est quand on arrive à se connaître, quand on arrive à avoir une bonne perception de soi, une bonne connaissance de soi, mais aussi des événements qu'on vit, aussi de nos valeurs, ce qui nous touche. Par exemple, l'injustice, moi, par exemple, l'injustice me touche beaucoup. Donc effectivement, quand je suis face à une situation d'injustice, bah, je sais qu'automatiquement la colère va surgir. Donc je j'arrive plus facilement, pour le coup, à prendre du recul par rapport à une situation d'injustice, pour essayer, d'accompagner cette personne ou cette situation, et essayer d'aider, plutôt que de me mettre en colère et, pour le coup, de faire émerger une émotion, qui va pas me permettre de résoudre la situation. Hem, voilà, en fait, c'est vrai. Ça va aussi avec les émotions. Quand vous dites qu'on apprend à se connaître, ça va aussi avec les blessures qu'on a eues dans le passé. Donc à Oui. partir de là, peut-être qu'on pourra plus mettre des mots du coup sur nos émotions si Oui. on arrive à connaître nos blessures, Ah, mais que l'on complètement. traîne souvent sur des années. Oui, 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 tout à fait. En parlant des blessures émotionnelles, hein, le livre à conseiller, effectivement, c'est les 5 blessures émotionnelles, et Ouais. je crois que l'audio, d'ailleurs, il y est, le livre en audio est sur YouTube, gratuitement. On pourra même partager peut-être le lien, avec Orlan. Et alors, c'est un énorme travail sur soi. Travailler sur ces blessures émotionnelles, c'est, vraiment, vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. En revanche, sachez que c'est, un travail, intense. C'est-à-dire que, déjà, il faut être honnête avec soi, et hem, être responsable de ce que l'on vit, être responsable de ce qui se passe dans notre vie, et arrêter de mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Si vraiment on veut entreprendre ce travail sur les blessures émotionnelles, c'est indispensable. C'est-à-dire Accepter qu'à pour partir avancer. ouais, tout Ouais, c'est ça. à fait, parce que si on n'est pas en capacité,
de mettre en jeu notre responsabilité, on n'avancera pas. On n'avancera pas sur l'explication et sur, comment dire? La décomposition de nos blessures, hein, c'est simple, les 5 blessures émotionnelles, alors c'est facile pour les retenir, on utilise le mot trahi, donc le T c'est, heu, la trahison justement, le R c'est le rejet, le A c'est l'abandon, le H c'est l'humiliation et le I c'est l'injustice. Les 5 blessures émotionnelles, d'accord? On peut en avoir plusieurs, on n'a pas spécialement qu'une blessure sur les 5, on peut en avoir plusieurs, voire même les 5, avec une intensité différente. Mais bien souvent, c'est rare, je n'ai pas croisé de personnes qui n'avaient pas de blessures émotionnelles, qui datent bien souvent de la petite enfance. Alors sachez que des fois, c'est des événements anodins, même si on est parfois des parents exceptionnels, on essaie de faire le mieux pour nos enfants, il se peut qu'une phrase, un mot, un comportement engendre une blessure chez son enfant ou nous-mêmes avons vécu ce genre de comportement ou d'attitude dans notre vie, une situation qui a engendré ce type de blessure. Mais faut pas le voir en tant que négatif, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous arrivez à définir cette blessure, la présence de cette blessure, c'est simplement qu'effectivement, dès que vous la vivez, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Voilà. Pas spécialement aller chercher, l'origine de cette blessure parce que alors après c'est aussi ma façon de voir les choses, hein. Moi, je suis plus sur les solutions que sur les problèmes. Donc effectivement, dans mes accompagnements, je vais jamais aller chercher la source du problème, mais plus dire: «OK, maintenant je décide de changer, je décide d'assumer ma responsabilité et j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie d'aller de l'avant et donc je prends la décision de prendre ma responsabilité et de m'observer et de, décortiquer tout ce qui se joue en moi et du coup d'aller de l'avant et de mettre des choses en place. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais par rapport à la méditation, c'est très important. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment avancer, il faut que vous preniez cette décision-là avec vous-même. Clairement, c'est quelque chose, c'est limite un acte de foi avec vous-même. C'est-à-dire: «OK, là j'ai décidé de changer, j'y vais. C'est ma responsabilité, c'est la personne d'autre» et une fois que vous avez cette décision, automatiquement, vous devez passer à l'action et surtout persévérer. La persévérance. Justement, il y a une question qui va peut-être un petit peu compléter ce que vous venez de dire. C'est quand les émotions semblent perdurer. Est-ce que c'est un sentiment qui reste ou ça reste une émotion ou c'est toujours une émotion? Alors, c'est une émotion. C'est toujours une émotion. Alors, il faut faire la différence justement entre ce sentiment, hein, qui est diffus et cette émotion. Une émotion, bien souvent, est provoquée par une pensée. Alors il faut après c'est un grand débat, on pourrait faire une autre conférence sur les pensées, mais en fait, il faut savoir que nous, on est régis, hein, vous le savez tous, on est régis par notre mental, par nos pensées et en fait, nos pensées, on en a, des milliers par jour, hein, plus 60 000 ou je ne sais plus, là, ça change tous les ans, mais on est régi par des centaines, des milliers de pensées qui nous arrivent au quotidien, qui sont conscientes et inconscientes. Ces pensées, en fait, elles arrivent. Elles arrivent et bien souvent, on n'en est pas conscient. Elles arrivent à nous sans même savoir, pourquoi. D'accord? Le mental a sa fonction et il vient un petit peu nous envahir avec toutes ces pensées qui arrivent et des pensées alors je vais vous faire une petite anecdote, moi j'ai beaucoup d'émotions, de peur qui arrivent, hein, ça fait partie de moi, c'est comme ça. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup d'anxiété parce que, voilà, j'avais du mal à gérer ces émotions de peur, hein, qui sont régulières et qui m'envahissaient et qui m'empêchaient d'agir, de passer à l'action et de communiquer. Ce que je fais ce soir avec vous, honnêtement, je pense qu'il y a quelques années avant, je l'aurais jamais fait. Mais pour le coup, heu, ces émotions, elles sont quand même récurrentes. C'est-à-dire que ces pensées il faut savoir que c'est pas parce que je suis consciente que j'ai des peurs qui m'envahissent, que ces pensées vont s'arrêter. C'est-à-dire que mon mental, il est très bien fait. C'est qu'il va venir, en général, le mental vient toujours nous embêter. Bien souvent, votre mental, quand il vient et pour vous dire des choses qui ne vont pas, des choses qui ne sont pas agréables, des choses qui sont à modifier, sont, heu, qui sont à comment dire? À développer, on peut toujours avoir mieux, voilà, quelque chose d'assez pas négatif, quelque chose pas très agréable pour nous et du coup, ces émotions de peur que je ressens, elles sont permanentes. Maintenant, j'arrive à prendre de la distance par rapport à ça, mais il faut savoir que dans la journée, c'est récurrent. Je peux très facilement avoir une
une émotion de peur qui me vient, tout simplement par exemple, en voyant mon fils traverser la rue en face de chez nous. Ce qui est complètement, comment dire? Qui m'envahit, en fait. Mais en même temps, j'ai cette capacité actuelle, par un gros travail et puis par beaucoup de méditation aussi et de prise de distance, de me dire: «Mais n'importe quoi! Mais il faut que tu me laisses tranquille, chère mentale». C'est-à-dire que cette pensée, je n'en veux pas. On a le droit de dire qu'on n'a pas envie de croire à cette pensée. On a le droit de la refuser. Parce que sachez que c'est des pensées qui vous viennent, c'est pas vous qui les choisissez. Quand vous allez chercher une pensée, c'est que c'est d'une manière raisonnée. C'est pour ça que je vous demande de décortiquer vos émotions. C'est parce que vous allez les chercher vous-même. C'est vous qui allez être dans l'action. Les pensées, observez-vous, hein, franchement, à partir de ce soir, demain, observez toutes les pensées qui vous arrivent. Vous n'allez pas les chercher. Bien souvent, elles viennent à vous seules, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre situation, en fonction de votre environnement, en fonction de plein de choses. Elles viennent, mais à vous de décider de les garder et de les accepter ou pas. Et bien souvent, une pensée, vous pouvez la refuser, dire: «Non, moi j'en veux pas». Donc moi, quand une peur me traverse, OK, j'en suis conscient, je l'observe, je la vois et je lui dis: «Mais non, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, tout va bien» et je me rassure personnellement et elle part. Elle ne persiste pas. Elle se transforme pas en anxiété permanente avec une angoisse qui est là: «Est-ce qu'il est bien rentré? Est-ce que tout va bien?» et tout. Non. Voilà, chose que j'ai vécue auparavant, hein, je vous rassure, c'est des choses qui m'envahissaient énormément. Mais voilà, j'ai pris du recul. Je parle de la peur, mais ça peut être beaucoup d'autres et plein d'autres émotions. Donc ces pensées, en fait, elles sont récurrentes, elles sont là et la méditation, justement, vous permet de prendre de la distance par rapport à ces pensées. La pensée de la colère quand elle vient, quand vous faites de la méditation ou même de la cohérence cardiaque et vous prenez du temps, vous allez pouvoir prendre de la distance vis-à-vis de ça et bien souvent, avant que la colère ne s'exprime, vous allez avoir le temps de l'observer et c'est assez marrant quand on arrive à ce résultat-là, parce qu'en fait, vous êtes en mesure vous sentez physiquement que la colère monte, vous savez que la situation qui est autour de vous, vous êtes conscient de ce qui se passe et du coup, vous arrivez à interpréter très, très rapidement, hein, la situation et vous allez, à ce moment-là, être en capacité de faire un choix. Est-ce que je veux vivre cette colère? Est-ce que j'ai envie de l'exprimer à ce moment-là? Ou bien au contraire, je peux la transformer et peut-être la transformer justement par la communication. Exprimer ce que je ressens à ce moment-là. Comment est-ce que je vis cette colère? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est injuste? Je rentre chez moi, pourquoi? Pourquoi ça se passe pas comme je veux? Je suis en colère et je l'exprime. Vous avez ce choix-là et donc voilà, c'est la notion de pensée, je me rappelle plus trop de la question qui avait été posée, mais voilà, c'est un petit peu, comme ça que je le que je conseille en fait, hein, de faire. Oui, vous avez raison. En Hem, fait, détecter dès le début, quand on commence à ressentir de la colère, les petits prémices qui vont nous mettre dans cet état. Et oui, quand on a commencé à les détecter, du coup, on peut tout de suite, et qu'on avait accepté avant oui, cette émotion, du coup, on peut vite s'en séparer c'est au ça. moment de la situation. C'est ça. C'est ça, c'est plus Très facile bien. à accueillir effectivement Voilà, tout et à fait. s voilà, sachez que la colère qui explose, hein, alors moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Ça faisait très, très longtemps que j'avais pas une colère qui a explosé, mais dites-vous s'il y a une colère qui explose, vous savez le sentiment là de trop plein là, la colère elle explose, je crie et tout, ça veut dire ça veut dire quoi? En fait, une colère aussi grosse avec vraiment, une attitude vraiment d'agressivité, de violence, alors ça peut être des adultes, mais ça peut être les enfants, hein. Bien souvent, quand on m'appelle pour de l'agressivité, de la violence au sein d'une école ou bien, en coaching familial, c'est qu'il y a des choses qui sont récurrentes. C'est-à-dire que c'est une mini colère qui s'est rajoutée à une mini colère, qui s'est rajoutée à une mini colère, qui n'a pas été accueillie, qui n'a pas été décortiquée, qui n'a pas été exprimée et qui s'associe à d'autres petites colères et qui, un jour J, il y a le trop-plein, un peu l'histoire de la cocotte minute, hein. Il y a le trop-plein et on explose. Malheureusement, des fois, on n'explose pas dans les bonnes situations et pas et on a l'impression que c'est une
toute petite situation qui a fait exploser une grosse colère. Mais en fait, non, c'est simplement un cumul de différentes colères qui fait émerger cette situation, tout simplement. Voilà. Merci, merci beaucoup. De rien. Alors, donc, je vous proposais justement d'un petit exercice méditatif, un petit réglage. Ah, super, génial. Comme ça, je me vois en plus de ça, c'est parfait. Super, génial. Ok, génial. Alors voilà, donc la respiration est thoracique. Donc effectivement, là, on n'est pas bien, on respire pas. La respiration est saccadée et on sent on n'est pas très bien. D'ailleurs, on est un petit peu stressé. Voilà, on n'est pas très bien. Ce qui se passe en fait, pour le coup, il va falloir aller transformer cette respiration thoracique en respiration ventrale. On n'est pas habitué à respirer par le ventre. Et bien souvent, quand j'interviens auprès des enfants, je leur apprends justement la respiration ventrale. Faites-le à vos enfants, c'est très très important. Respiration ventrale, c'est-à-dire que quand on va inspirer, on ne se limite pas à la respiration thoracique, on va vraiment gonfler le ventre. Voilà, on gonfle le ventre, on le laisse, on le gonfle, et puis après, on expire, et là, on dégonfle le ventre. D'accord? Chose qu'on n'est pas habitué, et parfois même on fait l'inverse. On a tendance, en inspirant, à creuser les ventres, et en expirant, à gonfler le ventre. Pas du tout. Donc, je vais vous faire 2-3 respirations. On va refaire au moment de l'exercice. Alors, donc on est parti. Donc, première respiration. Donc, vous pouvez alors le faire avec moi, soit debout, soit assis, comme vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi fermer les yeux. Hein, ça nous permet de nous détendre. Donc, on va partir. Alors, vous pouvez mettre votre main sur le ventre aussi. Et on va s'imaginer, donc du coup, on aspire une bonne respiration. Et on gonfle le ventre. Inspirez, inspirez pour que le ventre, comme si c'était un ballon de baudruche. Vraiment, allez-y. Vous pouvez retenir un petit peu votre respiration et relâcher. N'hésitez pas à souffler avec votre bouche, hein, relâchez. Vous expirez. Et dans ces cas-là, le ventre se creuse. Ça, c'est la bonne respiration, la vraie respiration. Et plus vous allez pouvoir la pratiquer, et plus vous allez vous sentir vraiment, en fait, pour le coup, vous avez une sorte de paix qui arrive assez rapidement. Moi, il suffit d'une respiration pour que je sente la tension redescendre. Donc, je le fais avec vous, c'est parfait. Donc, je respire, j'inspire par le nez, donc je gonfle le ventre. J'inspire, je gonfle. Et je souffle, je retire un petit peu. Et ensuite, j'expire par la bouche ou par le nez, hein, comme vous voulez, mais souvent par la bouche. Et n'hésitez pas à faire un petit bruit, ça permet de relaxer. Et là, je creuse le ventre. D'accord? On va le faire 2-3 fois et puis après, on va se mettre sur le petit exercice méditatif. On est parti. On inspire. Je retiens et j'expire. Donc, vous voyez, moi, je ferme les yeux parce que ça m'aide vraiment à me concentrer sur mes sensations et sur le va-et-vient de l'air qui passe dans votre corps. On est parti. On inspire. On gonfle le ventre. On retient. On expire. Une dernière fois. Le ventre. On retient. On expire. Voilà. Ça, c'est la vraie respiration ventrale et qui vous permet vraiment dans des situations de stress, de conflit, de pouvoir voilà, poser réellement vous sentir un peu plus zen, un peu plus en paix par rapport à ce que vous ressentez. D'accord? Donc, ça, vous le faites. Je vous demande même de le transmettre à vos enfants. Vraiment, c'est important. Apprenez-leur à respirer par le ventre. C'est tellement important, on se sent tellement mieux après. On oxygène en plus de ça notre corps, donc c'est juste magique. Donc, on va faire un petit exercice méditatif. Donc, je vais vous mettre de la musique. J'espère que vous allez entendre. Alors, le but, en fait, là, vraiment, c'est de vous isoler dans un endroit calme. Si vous pouvez, ça serait génial, de vous isoler et de fermer les yeux. Voilà, fermez les yeux, vous laissez emporter. Alors, il va y avoir une toute petite musique derrière. J'espère qu'elle va vous plaire. Et puis,
moi, je vais essayer de vous guider. D'accord? Alors, on est parti. Donc le but, en fait, de cette petite, méditation émotionnelle, c'est d'aller chercher une émotion qui vous appartient, et de pouvoir aller, à sa rencontre. Voilà, je vais vous guider, hein, pour aller à sa rencontre et je vais vous guider aussi comment l'accueillir et comment la transformer. D'accord? Donc c'est un petit exercice, bon, je vais voir en fonction en fait, j'ai pas de vraiment je vais essayer de faire ça peut-être en 5-6 minutes, je sais pas. Je vais voir en fait, je peux même pas vous dire le nombre de minutes puisque en fait, ça va venir tout seul en fonction de mes ressentis. Donc je vais vous demander de fermer les yeux, de vous mettre dans un endroit au calme, de vous sentir à l'aise sur une chaise, allongée, comme vous le souhaitez. Vraiment, il faut que votre corps soit, bien reposé, voilà, dans un voilà, confortablement posé. On va faire 2-3 respirations qu'on va faire ensemble, donc je vais vous guider aussi. On va prendre une première inspiration et je vous laisse, hein, faire la respiration ventrale comme je vous ai montré. Alors, une première respiration. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Voilà. Donc là, je vais vous demander d'aller chercher en vous, vraiment en vous, une émotion que vous avez pu ressentir aujourd'hui ou bien ces derniers temps. Une émotion qui est venue un petit peu frapper à votre porte, que vous avez pu percevoir, ressentir, accueillir, hein, pour ceux qui arrivent à le faire. Allez chercher cette émotion, positive, négative, peu importe, on accueille toutes les émotions. Une émotion qui est récente, une émotion qui est plus ancienne. Je vous laisse le temps d'aller chercher une émotion. Alors en général, bien sûr, comme je vous disais, elle peut être en lien avec une situation, avec un événement que vous avez vécu dans la journée, il y a quelques jours, ou il y a quelques mois, quelques années. Voilà, je vous laisse aller chercher une émotion. Je vous laisse un petit peu de temps. N'hésitez pas à rester sur votre respiration et à prendre conscience de votre corps. La respiration permet vraiment d'être conscient de notre corps, tout en allant cherchant cette émotion qui était là, qui va bien souvent émerger par une pensée, justement, par un souvenir de quelque chose que l'on a vécu qui était agréable, pas très agréable. Bref, allez chercher l'émotion qui vous parle, qui vient. En général, elle arrive toute seule. Elle se présente à vous et elle est là, parce que c'est cette émotion qu'il va falloir accueillir, qui se présente à vous et qui est la bonne ce soir. Pour ceux qui n'arrivent pas à aller chercher une émotion, parce que c'est possible que des fois c'est un peu plus bloqué, c'est un peu plus difficile d'accéder à ses propres émotions et d'aller chercher des événements qui nous ont troublés ou qui nous ont plu. C'est possible, ça arrive à beaucoup de personnes. Dans ces cas-là, allez chercher, voilà, choisissez une émotion parmi les émotions primaires que je vous ai présentées, que ça soit la joie, la tristesse, la colère, une émotion que vous avez quand même vécue dans votre vie une fois, et allez la chercher. Voilà. Je vous laisse un petit moment avec cette émotion, avec ce ressenti. N'hésitez pas à revenir sur la situation que vous avez vécue. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que vous entendez les conversations de cet événement? Est-ce que quelqu'un vous a dit quelque chose? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Remettez-vous dans le contexte de cette émotion, dans le contexte de ce que vous avez vécu, et essayez vraiment de la faire revivre. Agréable ou pas agréable, on y va. On est là pour ça. On accueille l'émotion qui se présente. Je vous laisse avec. Vraiment aller chercher les événements. Si vous avez la journée, si vous avez l'heure, qui était avec vous, comment vous avez ressenti cette émotion. Respire.
que j'ai cette émotion, je vais aller lui donner une couleur. Essayez d'identifier pour l'émotion qui s'est présentée à vous une couleur qui pourrait représenter cette émotion. Du rouge, du bleu, du vert, du blanc, du noir, du doré, peu importe. Ça peut être une couleur qui vous est propre. Suite à cette émotion, on peut aussi lui donner une odeur, un goût. Voilà, laissez venir. Une fois qu'on a réussi un petit peu à lui donner une consistance, on peut aussi essayer d'aller chercher une texture à cette émotion. Comment est-ce qu'elle est cette émotion? Est-ce qu'on peut la toucher? Est-ce qu'elle est palpable? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est chaude? Essayez de lui donner une texture. Est-ce qu'elle est solide? Elle peut être liquide aussi. Voilà, vraiment lui donner une consistance. Ensuite, cette émotion, vous allez essayer en scannant votre corps, vous pouvez avoir des méditations de scan corporel, justement, c'est intéressant. Essayez de scanner votre corps, c'est-à-dire d'observer votre corps et d'aller savoir où se situe cette émotion. L'émotion que vous faites revivre, où est-ce qu'elle se situe? Alors, avec toutes ces caractéristiques que vous lui avez données, où est-ce qu'elle se situe? Est-ce qu'elle se situe dans le bras, dans la main, au niveau du thorax, au niveau du ventre, au niveau du cœur? Elle peut se situer dans une douleur à la jambe, au pied. Elle peut se situer partout dans votre corps. Essayez de voir d'où vous parle cette émotion, d'où est-ce qu'elle émerge en fait, d'où elle provient. Que vous avez donné une consistance à votre émotion, que vous la vivez intensément, qu'elle est présente, que vous voyez, vous avez réussi à la faire revivre l'instant dans lequel vous avez vécu cette émotion, vous lui avez donné une texture, une odeur, une couleur, en fonction de vos possibilités. Comme prendre cette émotion et essayer de la faire sortir de notre corps, comme si on prenait de la distance vis-à-vis de cette émotion, comme si elle s'éloignait de nous, ou bien nous nous éloignons d'elle. C'est-à-dire, c'est comme si elle sortait de notre corps et on pouvait l'observer justement avec une certaine distance, avec un certain détachement. Prenez le temps de la laisser sortir de vous, de l'observer au loin, en fonction de comment vous l'avez personnifiée, ou bien que vous l'avez qualifiée. Vraiment, faites-la sortir. Prenez de la distance vis-à-vis de cette émotion et observez qu'elle s'éloigne en fait. Elle s'éloigne de vous. Je vous laisse le temps. Pas toujours évident de faire ce mouvement de cette émotion qui est intérieure vers l'extérieur. Et pourtant, c'est bien un mouvement intérieur qu'il faut faire vers l'extérieur pour accueillir. Donc, n'hésitez pas à faire ressortir votre émotion par votre imaginaire, par cette visualisation que vous faites. Une fois que cette émotion est... Voilà, vous avez pris de la distance vis-à-vis de cette émotion, ce que je vous propose, c'est de l'observer, de la remercier, parce que chaque émotion a vraiment sa raison d'être, a vraiment son message à vous transmettre. Et il faut vraiment les remercier, ces émotions. Elles sont très, très importantes. C'est elles qui font de nous qui nous sommes, qui font de nous aussi des êtres humains, émotionnels, avec cette capacité d'empathie, d'affection, d'amour qu'on a tous. Et du coup, remercier cette émotion, remerciez-la.
Pour les personnes qui ont eu une émotion positive, c'est-à-dire une très belle émotion qui a ressurgi, de la joie, du bonheur, de l'amour, cette émotion-là, vous pouvez la garder. C'est-à-dire, vous pouvez, au contraire, la faire grossir, la faire grandir, et vous immerger justement de son énergie. D'accord ? Pour les personnes qui sont plus sur une émotion dite négative, avec voilà, des moments difficiles, ce que je vous propose, c'est vraiment de la voir s'éloigner de plus en plus de vous. Et vous pouvez imaginer que votre émotion, comme si elle s'envolait, et elle se désagrégeait et elle se transformait en un nuage de lueur blanche, dorée, pétillante, comme si cette émotion, en fait, se transformait, son énergie s'envolait et partait. Vous la libérez, en fait. Libérez cette émotion, laissez-la partir, elle ne vous appartient plus. Vous avez pris de la distance, vous l'autorisez, vous l'avez vue, vous l'avez accueillie, vous l'avez nommée, vous avez pris conscience de cette émotion. Donc laissez-la partir et imaginez réellement qu'elle se transforme en une espèce de feu d'artifice, par exemple, lumineux qui s'en va. Pour ceux qui ont du mal à visualiser ce détachement, ce que vous pouvez faire, c'est couper le lien qui est entre vous et cette émotion. Il faut savoir qu'il y a toujours un lien qui se crée. Pour ça, c'est simple, entre la distance que vous avez mis entre vous et cette émotion, vous prenez un ciseau, vous prenez une hache, vous prenez un couteau, ce que vous voulez, et vous imaginez couper le lien qu'il y a entre vous et cette émotion. Coupez. Le lien peut être intense. Vous pouvez percevoir un petit fil doré, ou peut-être même un gros fil doré, peu importe, en fonction de l'intensité à laquelle vous étiez attaché à cette émotion, le fait de la couper va être plus difficile ou moins difficile, mais n'hésitez pas. Coupez pour rompre cette émotion. Alors, je vous laisse faire. Et pour les personnes qui sont avec leurs émotions positives, accueillez-la. Imaginez qu'elle vous envahit de bonheur et de joie. Elle est présente et elle vous fait du bien. Voilà, dans les deux cas, bien sûr, on remercie notre émotion, on remercie de sa présence, on la remercie d'avoir été là et on la laisse partir, on l'accueille pour plus de joie. Je vois que ce mouvement a été fait, que cette façon de vous détacher de l'émotion a été effectuée. Vous n'hésitez pas à revenir sur votre respiration, à revenir à conscientiser la respiration ventrale et à reprendre un petit peu vos esprits. Voilà. Prenez le temps qu'il faut pour revenir. Revenez sur votre respiration, sur votre sensation corporelle, je dirais, et vraiment prenez le temps de revenir tout doucement et de réouvrir les yeux si vous le souhaitez et quand vous vous sentez prêt. Et là, éventuellement, on peut passer aux questions et peut-être même me faire un petit retour, parce que moi j'adore les retours, me faire un retour par rapport à ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez vécu des choses pendant cet petit exercice méditatif ? Est-ce que certaines émotions ont été émergées ? Pour ceux qui n'ont pas pu, c'est pas très grave, c'est vraiment... c'est pas grave. Parfois, il faut un peu plus de pratique, un peu plus de lâcher prise pour pouvoir accéder à ces émotions. Voilà. Donc, je suis prête s'il y a des questions ou bien des retours, sans problème. Pas de questions, je pense que chacun profite de cet instant. D'accord. À une
première émotion, une belle sensation de libération. Super. Prenez le temps de revenir, c'est vrai que c'est pas évident, même moi je le sens encore. Je suis encore un peu dans le flou. Prenez vraiment le temps, c'est important. Et si je peux rajouter quelque chose, en fait là je vous ai guidé, mais en fait le but c'est que sachez que le petit exercice, alors je sais pas combien de temps, honnêtement j'ai pas vu le temps, je sais que j'ai remis la musique plusieurs fois, mais sachez que cet exercice vous pouvez le faire vous-même. Vous choisissez une musique qui vous convient et qui vous transporte aussi, hein. C'est important d'avoir une musique qui vous transporte. Et pareil, même fonctionnement, posez-vous les mêmes questions ou les mêmes actions que je vous ai demandé d'entreprendre et posez-vous avec vos émotions. Vraiment, si vous pouvez faire ça tous les soirs, c'est génial. C'est pas obligé, ça n'a pas besoin de durer très longtemps, 10 minutes, des fois ça suffit. Mais allez chercher l'émotion qui est vive, qui est là, qui vous parle et laissez émerger. Il se peut très bien qu'il y ait des émotions plus sourdes qui ressortent. C'est pas très bien, au contraire, tant mieux. C'est-à-dire qu'elles étaient là et qu'elles se sont permises et que vous leur avez permis en fait de s'exprimer. Donc ça c'est chouette. Célébrons vraiment nos émotions positives et le fait de les intégrer à nous, de les intégrer à notre corps, nous permet vraiment de se sentir bien, de se sentir aligné avec soi-même. Voilà. Sophia, on a plein de retours très très positifs. Voilà comment arriver à se libérer d'une émotion négative en première méditation. Voilà, ils sont tous étonnés et surpris. C'est voilà, beaucoup de beauté dans tout ce que vous nous partagez. Beaucoup nous disent qu'ils se sentent mieux, soulagés. Voilà. Alors en revivant nos émotions de colère, je suis rendu compte d'une blessure de rejet, sensation de légèreté. Génial. Quelle Eh ben, avancée. c'est super, on remercie, c'est génial. Vraiment. Alors on va peut-être continuer parce qu'il est presque 22h. C'est clair. Voilà, on compte pas quand on se sent bien. Juste, on a une petite question. Vas-y. Faut-il voir ces émotions négatives comme des ennemis ou faut-il aussi en faire quelque chose? Alors, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a pas d'ennemi, c'est vraiment que du positif. C'est-à-dire que même la colère a un message à nous transmettre. Bien souvent, on peut être en colère parce que on n'est pas aligné avec qui on est. On n'est pas aligné avec sa propre personne. On n'est pas aligné avec nos valeurs. Il y a un exercice aussi qui est très, très important. Alors, j'ai plein de choses, j'aurais plein de choses à vous partager. J'ai un fichier Excel pour ça, où vous pouvez faire un travail sur vos valeurs, mais avec plaisir, si je peux vous partager. C'est-à-dire qu'on va décortiquer sur un ensemble de valeurs et en fait, ça nous permet justement de nous connaître et de savoir quelles sont nos valeurs. Et à partir du moment où, par exemple, on est en colère, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas et qui n'est pas aligné avec nous-mêmes. Aligné, ça veut dire qu'on est en cohérence avec soi. Je fais toujours ce geste-là parce qu'en fait, quand on est aligné, tout est fluide, tout coule en fait. Et en fait, on a besoin d'être en cohérence avec soi et si on est en colère, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence avec ce que l'on pense ou avec ce qu'on a envie, de vivre ou avec, justement ses valeurs, avec notre personnalité et peut-être bien souvent, on va faire les choses pour, nos enfants, pour nos conjoints, pour un tel et on s'oublie nous-mêmes et du coup, voilà et du coup, en fait, ces émotions négatives, qui soient, peu importe, comment on les nomme, je vous dis, pour moi, elles sont plus du tout négatives, elles sont vraiment pour moi des messagers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, attention, je me dis: «Mais attention Sophia, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne t'écoutes plus. Tu n'es plus en cohérence avec toi-même, il y a quelque chose qui te dérange. Il y a une situation ou une émotion ou une pensée qui te dérange et il va falloir que tu ailles chercher qu'est-ce qui se passe. D'accord? Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec moi-même? Qu'est-ce qui
n'est pas aligné avec mes projets? Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec mes valeurs? Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec, ce que j'ai envie de transmettre? Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec, ma façon d'éduquer mes enfants, ma façon d'aider mes enfants? Enfin, il y a tellement de choses à dire. C'est vraiment les émotions négatives, je dirais, qui sont les plus beaux messagers pour nous guider et pour nous transformer. Voilà, pour faire, essayer d'abréger, parce que c'est pas évident, sinon je pourrais vous parler des heures et des heures. Le module, c'est moi et les autres, d'accord? Comment gérer nos émotions dans nos relations, comment les communiquer positivement, comment savoir les identifier aussi pour autrui, comment les accueillir et faire face aux émotions des autres, et comment on peut gérer des imprévus, des tensions interpersonnelles. C'est effectivement, c'est très lourd, hein. Je sais qu'il est un peu tard, je vais essayer de faire au mieux, voilà, et vous aurez de toute façon les slides, hein, n'hésitez pas. Alors, première chose, une émotion, les émotions dans nos relations, bien souvent quand les émotions, s'expriment, c'est qu'elles relèvent des besoins, d'accord? Donc beaucoup d'entre vous connaissent la pyramide des besoins de Maslow, hein, qui est, voilà, une référence, voilà, qu'on apprend, tout jeune. C'est-à-dire qu'on a tous des besoins prioritaires et on n'a pas spécialement tous les mêmes besoins. Et effectivement, quand moi, par exemple, j'ai un besoin d'estime, d'une reconnaissance, d'une appréciation, il y en a d'autres qui vont avoir plus des besoins d'appartenance ou des besoins d'accomplissement, voire des besoins de sécurité. Donc effectivement, dans notre relation aux autres, voilà, il faut avoir ça en tête, ce on n'a pas tous les mêmes besoins. D'accord? Et c'est très important pour le coup, puisque comme une émotion va relever un besoin, automatiquement, quand on est face à une émotion, la personne qui est en face de nous n'a pas hem, la même attitude ou même ressenti par rapport aux besoins que vous avez. D'accord? Alors, par exemple, là, je vous fais un récap rapide, je suis vraiment désolée, mais par exemple, la colère, voilà, je vous ai mis un petit schéma également. C'est souvent, provoqué, par, c'est-à-dire quelque chose qui est important pour nous. Il y a derrière ça un besoin à satisfaire, un besoin de réparation et de justice. D'accord? La colère, c'est vraiment, ce besoin de réparation qui est exprimé derrière une colère. D'accord? De justice. Donc je vous disais tout à l'heure par rapport à la petite chaussette ou la table pas débarrassée, c'est la justice justement, c'est injuste que je rentre le soir, que je suis fatiguée comme tout le monde et que ce soit, pas rangé. Voilà, c'est vraiment une recherche de justice et du coup, une injustice pour moi. Derrière la peur, il y a le besoin de sécurité. D'accord? Donc ça, c'est important à savoir, qu'effectivement, ça sert à rien de dire à quelqu'un: «N'aie pas peur», par exemple, puisque de toute façon, son sentiment de sécurité, il est, comment dire? Il est pas, ah mince, je n'arrive pas à le trouver le mot, il est pas optimum à ce moment-là. Donc, dire: «N'aie pas peur» à quelqu'un, la perso c'est pas c'est il ne va pas comprendre puisque à ce moment-là, son besoin, c'est vraiment son besoin de sécurité. Je fais un parallèle avec les enfants. Les enfants, bien souvent, on leur dit: «N'aie pas peur» ou «Ne sois pas en colère». Hem, heu, non, au contraire, laissez-les s'exprimer, laissez-les, transmettre leur peur, laissez-les partager leur peur, partager leur colère, partager leurs émotions, d'accord? Puisque derrière ça, il y a un besoin qui doit être exprimé. D'accord? Quand on leur dit: «N'aie pas peur, ne sois pas en colère», en gros, on leur permet pas, en fait, d'exprimer ce besoin. D'accord? Derrière la joie, le besoin de partage. Logique, quand on est joyeux, on a envie de partager. Quand on a quelque chose une bonne nouvelle, on a envie de la partager. D'accord? Derrière la tristesse, le besoin de retrait, de réconfort, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a effectivement bien souvent besoin de s'isoler et c'est très bien, la tristesse est très bonne aussi, hein. C'est des moments où on a besoin de se retrouver avec soi pour faire le point. D'accord? Alors, communiquer positivement ses émotions et ses ressentis, donc ça permet quoi? Ça permet de pouvoir aussi des bénéfices, de libérer des tensions physiques liées au ressenti, d'accord, hein? Le fait d'exprimer, hein, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on se sent plus soulagé au niveau du corps, ça passe mieux, tout est OK, on peut plus facilement et parfois des douleurs qui nous arrivent, on libère une émotion et la douleur disparaît. C'est vraiment bluffant, je vous promets, c'est assez impressionnant et voilà, vraiment libérer ces tensions, par l'expression de l'émotion ressentie.
On peut aussi libérer les émotions, du coup, par la communication, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Plus c'est riche et sincère avec les autres, plus on est riche et sincère avec les autres et plus on permet aux autres d'être sincères avec nous-mêmes, on va permettre justement l'expression des émotions. D'accord? La communication est très, très importante et du coup, quand on permet aussi d'exprimer ses émotions, ça nous permet de libérer, de trouver des nouvelles perspectives à des situations, d'avoir des nouvelles options. D'accord? Vraiment, situation rapide, un exemple, situation professionnelle, et j'ai envie de me lancer, je sais pas dans telle activité ou de quitter mon emploi ou j'ai une peur intense et ben, en fait, le fait de pouvoir l'exprimer, de pouvoir me libérer de cette peur, va pouvoir libérer mon esprit pour pouvoir peut-être faire des recherches, peut-être pouvoir me lancer dans mon activité, peut-être pouvoir passer à l'acte et oser, tout simplement. Alors, là, c'est juste un petit exercice, mais vous ferez vous prendrez le temps, excusez-moi, de le faire. C'est juste une formule magique, ce que j'appelle la formule magique. C'est-à-dire comment je dois parler de ce que je ressens à autrui, comment je dois l'exprimer. Bien souvent, quand je l'exprime, c'est souvent alors quand c'est une colère, quand c'est, une peur, ça va être, voilà, ça va être vraiment explosif ou bien, je vais m'enfuir, je vais pas savoir, le dire voire même je vais garder cette émotion pour moi parce que toute ma vie, on m'a expliqué qu'il fallait surtout pas que j'exprime mes émotions, que surtout pas je dise que ça ne va pas, que je suis, voilà, faut surtout pas les exprimer. Alors là, donc il y a une formule qui est assez magique, c'est simplement employer le je, donc je pars de moi, donc c'est-à-dire, par exemple, je vais mettre ça dans une situation, par exemple, justement, toujours ma situation, je rentre le soir, la table n'est pas débarrassée. Comment est-ce que je peux exprimer cette colère qui survient, puisque j'ai pris de la distance, je sais qu'elle est présente, mais je dois l'exprimer. Si je l'exprime pas, à un moment donné, elle va encore se rajouter à une autre colère et à un moment donné, ça va être infernal, ça va être l'explosion totale. Donc comment je fais? Face aux personnes qui sont concernées par cette situation-là, je vais parler toujours de moi. Toujours, toujours, toujours parler de soi. Jamais dire tu. Tu n'as pas débarrassé la table, c'est la pire des choses qu'on peut faire. D'accord? Employer le je, parler de soi. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Ensuite, utiliser le sentiment, c'est-à-dire, qu'est-ce que je sens à ce moment-là? Quelle est l'émotion que je ressens au moment où je vois que la table n'est pas débarrassée? Qu'est-ce qui se passe? Je sens, je suis attristée, je suis en colère, je suis, frustrée, ça ne va pas. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va nommer le fait. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Heu, je suis en colère parce que je rentre du travail, je découvre la table qui n'est pas débarrassée, hein, je vous fais un exemple sur une table non débarrassée, mais voilà et par conséquence, je m'aperçois que, que je vais devoir, moi, débarrasser la table parce que vous ne l'avez pas fait. Et pour le coup, je ne vais pas pouvoir profiter aussi de ma soirée comme j'aurais aimé, en profiter. Je ne vais pas pouvoir, me reposer. D'accord? Donc toujours le «je», jamais le «tu». Si vous avez quoi que ce soit à dire à quelqu'un, toujours le «je». Passez par vos sentiments, les faits, énumérer les faits et les conséquences que la situation a sur vous. D'accord? Donc ici, voilà, après vous avez des petits exemples, hein. Je vous laisse les lire, prenez le temps. Les formulations, elles sont ce qu'elles sont, vous pouvez les formuler avec votre façon, de percevoir. Et pareil, après je vous mets des petits exemples, hein, de situations diverses, voilà. Vous verrez, hein, en fait, au départ, c'est voilà, c'est la formule classique, «Tu pourrais faire un effort pour arriver à l'heure, tu déranges tout le monde». Voilà, ça c'est bien souvent, c'est la façon dont on a l'habitude de fonctionner ou d'exprimer, ce qu'on ressent à ce moment-là ou l'émotion qui se vit et finalement, on nous donne une formulation qui serait quand même bien plus, efficace dans la communication et puis dans la transmission de ce qu'on ressent. J'aimerais que tu arrives plus tôt. J'ai remarqué que c'est la deuxième fois que tu es en retard et cela nuit à la concentration du groupe. Voilà. On met vraiment, l'émotion que je vis dans un contexte, dans une émotion, dans un ressenti, en partant de soi. D'accord? Donc je passe. Alors, comment on sait identifier les émotions d'autrui? Alors c'est simple, en fait, alors je peux commencer par l'écoute active et empathique. On parlait de l'empathie. L'empathie, en fait, c'est en général, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose que tout le monde a, qui est plus ou moins développé
en fonction de notre intelligence émotionnelle, effectivement, mais bien souvent, on a toujours une empathie qui est présente. C'est simplement de se mettre à disposition de l'autre, c'est être dans l'écoute active de l'autre. Ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un nous dit quelque chose, bien souvent, on a tendance à formuler la réponse même avant qu'il ait terminé de terminer sa phrase. D'accord? Dans ces cas-là, on n'est pas dans l'écoute empathique, on n'est pas dans l'écoute active de la personne. Donc, c'est-à-dire, on va essayer de trouver la solution ou essayer de trouver des conseils et il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, mais c'est pas comme ça qu'il fallait que tu le dises. Alors que cette personne-là, parfois, elle a simplement besoin d'exprimer ce qu'elle ressent, d'exprimer l'émotion et elle n'a pas besoin de vos conseils, en fait. Elle n'a pas besoin de que vous lui donniez, voilà, elle a juste besoin d'une écoute, juste besoin d'une oreille, en fait. C'est ce qu'on dit, besoin d'une oreille sans vraiment, avoir une réponse à ce qu'elle dit. Ensuite, il y a des compétences effectivement à acquérir. Donc, bon, il y a la présence, c'est-à-dire quand on est avec quelqu'un en face, quand on discute, hein, que ce soit dans une situation conflictuelle ou dans une situation apaisée, il faut savoir être présent à l'autre. Ça, c'est clair. Une autre petite anecdote, ma fille, quand elle était plus petite, elle, elle vient, elle me dit: «Maman, je dois réciter ma poésie». Et à ce moment-là, alors, ça fait quelques années, j'étais pas en mesure d'être disponible pour elle, mais mon rôle de maman faisait que je ne m'écoutais pas, je ne m'autorisais pas à lui dire: «Je ne suis pas disponible» et qu'est-ce qui se passait? C'est que j'étais présente, mais sans être présente, clairement. J'étais présente physiquement, mais pas, consciemment et du coup, elle me récite sa récitation et je me rends compte que je n'ai rien entendu à ce qu'elle m'a dit. Bref, un grand travail se passe, on fait un grand travail et jusqu'au moment où finalement j'arrive à lui expliquer: «Écoute, je suis vraiment désolée, mais là je ne suis pas disponible. Est-ce que tu peux revenir plus tard? Ou est-ce que on peut voir ça dans une demi-heure, le temps que je me rende disponible à toi, que je sois présente et que je puisse t'écouter pleinement. N'hésitez pas, vous avez le droit de ne pas être disponible. Vous avez le droit de ne pas être présent au moment voulu. Il faut vraiment vous écouter». Vous honorez, vous respectez. Ça, pour moi, c'est les termes les plus importants. Après, effectivement, il y a la communication, c'est-à-dire comment transmettre l'information de façon claire et favorable. Ça, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la formulation magique, hein, la formule magique, c'est pouvoir transmettre l'information de façon claire. D'accord? Une des compétences à acquérir aussi, c'est la négociation, c'est-à-dire savoir exprimer ses propres intérêts tout en intégrant les intérêts des autres. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est jamais, hem, c'est une façon aussi de permettre à l'autre d'exister tout en existant par vous-même. C'est vraiment une notion à développer. C'est vraiment la négociation. C'est: «OK, j'ai entendu tes demandes, j'ai entendu, mais moi, par contre, voilà, quels sont mes intérêts ou qu'est-ce que j'ai envie?» et là, on échange. D'accord? Donc bien sûr, eh ben, il y a l'écoute, hein. J'ai repris après sur l'écoute empathique et active, hein, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a la flexibilité cognitive, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, faut essayer d'élargir et diversifier ses modes de réaction, en fonction des conditions. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter à chaque situation. Il faut pas rester dans des schémas fixes. Le pire, c'est les schémas qui sont fixes et on ne veut pas en démordre. C'est-à-dire, «Oui, mais moi je», bien souvent on nous dit: «Oui, mais moi je fonctionne comme ça, c'est comme ça et pas autrement». Voilà. Essayer de se remettre en question pour avoir une flexibilité cognitive et voir les situations. L'empathie, donc j'en parlais, hein, c'est vraiment se mettre à la place de l'autre, savoir essayer de comprendre ce qu'il ressent et puis la confiance, c'est-à-dire effectivement se mettre dans un espace, sécurisé avec soi, mais avec l'autre pour pouvoir autoriser alors le partage, autoriser l'audace, la créativité, l'esprit d'initiative, c'est-à-dire quand on est dans une confiance, quand on est en confiance avec la personne avec qui on échange, bah, en fait, on est beaucoup plus libre pour se libérer. Voilà. Ouf! Alors, rapidement, communication non violente, c'est génial, il faut la pratiquer. C'est énormément de boulot parce que ça remet en question toute notre façon de voir les choses. D'accord? On n'est pas habitué à prendre de la distance par rapport justement à ce qu'on observe. On est bien souvent déjà pas dans l'observation, on est bien souvent plutôt dans la réaction immédiate, on n'observe pas. On est bien souvent dans le jugement de la situation.
et on n'est pas, pour le coup, en capacité aussi de s'observer soi-même. D'accord? Donc, on n'est pas en capacité d'observer l'autre. Et la communication non violente, c'est l'inverse. C'est justement, je vais observer la situation, l'autre, sans jugement, sans me juger aussi, tout en observant. D'accord? Et donc, en fait, à partir du moment où vous avez ce mouvement, hein, avec vous-même et avec les autres, vous êtes vraiment dans une disposition pour être dans la communication et pour délivrer un message. D'accord? Donc là, je vous ai mis un petit schéma justement sur la communication non violente avec l'expression authentique et le reflet empathique. Voilà. Alors, là, voilà, c'est vraiment, je crois que c'est un des derniers slides. En fait, alors là, c'est plus sur un versant conflictuel, c'est-à-dire comment éviter les disputes. Alors, ça peut être dans une situation familiale, mais ça peut être aussi dans un rapport avec un enseignant, avec un professeur, avec un directeur d'établissement, avec son chef, avec toute personne, hein. Il y a des situations conflictuelles un peu partout. C'est comment est-ce que je peux faire pour éviter justement ces disputes et quels sont les meilleurs comportements à adopter? Vous allez voir que là, en fait, c'est une échelle que vous allez retrouver ici sur cette échelle, voilà, hein, avec, qui est assez claire, hein, avec les comportements orientés solution et les comportements orientés problème. D'accord? C'est simple, les comportements orientés problème, il y en a 4. C'est j'ignore. Voilà. Je prends pas conscience du problème, mais j'ai surtout pas envie d'en entendre parler, donc je vais le nier. D'accord? Je vais accuser l'autre, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre et je vais en permanence me justifier. Ça marche? Ça, c'est vraiment les 4 comportements. Observez-vous, hein. Alors, si je peux vous demander quelque chose, c'est soyez honnête avec vous-même. Si vous voulez vraiment avancer sur ce travail, soyez honnête avec vous-même. Je vous demande même pas d'être honnête avec les autres, mais avec vous-même. D'accord? Et quand vous observez, vous allez vous rendre compte que ces 4 comportements, qui sont un peu négatifs, néfastes, hein, dans la relation à l'autre, sont constamment présents. Les comportements adoptés, c'est assumer sa responsabilité. Voilà, c'est ma responsabilité et sachez que beaucoup de choses dans votre vie qui vous arrivent, c'est votre responsabilité, même si on ne le perçoit pas tout le temps et tout de suite. C'est pallier, donc trouver une solution à un problème, de façon provisoire s'il faut, mais toujours trouver une solution. D'accord? Avoir un état d'esprit assez ouvert par rapport à ça. Analyser bien sûr les situations, hein, comprendre les problèmes et essayer de l'éliminer définitivement. D'accord? Sur les comportements, qui favorisent les disputes, on n'est pas en capacité d'analyser une situation. On ne prend pas du recul vis-à-vis de cette situation. Et enfin, imaginer, c'est-à-dire qu'on peut effectivement, à partir du moment où on est dans ces comportements, plutôt de résolution, on va pouvoir imaginer, toutes les solutions possibles et toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà. Voilà pour l'échelle des comportements, globalement, hein, pour vous expliquer. Donc là, vous avez le slide et en conclusion, je vous ai mis alors pareil un lien avec une petite vidéo de Catherine, Guégan, hein, qui est pédiatre et qui a écrit «Heureux d'apprendre à l'école», que j'ai trouvé intéressante à vous partager, avec un petit schéma sur les compétences de l'intelligence émotionnelle. Voilà. Hem, du coup, juste avant, peut-être les questions, juste je vous présente rapidement du coup les outils que je vous ai mis, en complément. Donc vous allez avoir une biographie qui va s'adresser plus, aux adultes, une bibliographie, excusez-moi, voilà, n'hésitez pas, il y en a plein, hein. Alors, pour la communication, non violente, j'ai, Thomas Dansembourg, j'adore, il est extra, vous avez des vidéos de lui sur internet, mais allez-y, écoutez-le, il est génial. Ensuite, je vous ai mis une petite sélection de livres également pour les enfants, hein, sur les émotions, qui est vraiment qui sont très, très bien. C'est pareil, hein, ça permet de libérer les émotions auprès de vos enfants. Voilà, je vous ai mis quelques références avec des petites vidéos, des petits liens, YouTube, hein, toujours. Les fameuses, émotions primaires et secondaires, hein, donc avec le tableau qu'on disait, c'est une des questions qui avait été posée. Donc n'hésitez pas, hein, à aller voir, la combinaison des différentes, émotions. Et puis après, voilà, je vous ai mis plein de petits schémas, histoire de faire un récap sur ce qui a été dit. Et puis une biographie et des ressources, hein, qui ont été, utilisées, pour la conférence.
Voilà, voilà, voilà. S'il y a des questions, je suis passée un peu rapidement sur le dernier module. Il y aurait tellement de choses à vous dire, mais je suis en train de me réaliser que On se dit que peut-être nous allons organiser une suite. oui, parce que Personne qui demandait justement cette suite. mais j'ai tellement de choses, c'est par rapport justement, à votre relation à vos enfants, à votre relation avec vous-même, et j'aurais tellement de choses à vous dire, effectivement, à ça fait en fait, et s'il y a un message à vous dire de conclusion, avant même cette dernière question, ou ces dernières questions, c'est, autorisez-vous à exprimer vos émotions, même si dans votre vie, on vous a expliqué que c'était pas bien, qu'on vous a, formaté étant petit, faut pas vous exprimer. Sachez que vous êtes le modèle, vous êtes, la personne sur laquelle votre enfant va s'appuyer. Si vous vous autorisez à leur expliquer que vous avez le droit à la peur, que vous avez le droit d'être triste, que vous avez le droit d'être en colère, et ben, en fait, vous allez montrer, vos enfants sont dans l'imitation et vous allez montrer le chemin à vos enfants et vos enfants vont faire comme vous, en fait. Vous avez envie de comprendre un comportement, c'est simple, vous souhaitez comprendre pourquoi mon enfant réagit comme ça, observez-vous. Observez-vous. Bien souvent, mais quasiment tout le temps, l'enfant imite. Imite qui? Il imite ses parents. Donc si vous vous autorisez à, comment dire? À exprimer vos émotions, vos enfants se permettront aussi de s'autoriser à exprimer leurs émotions. D'accord? Voilà, ça Alors, c'était le juste une question. oui. Est-ce que c'est possible aussi avec, des ados ou des lycéens? Parce que Oui. le mimétisme est souvent très jeune. Et du coup, est-ce qu'on peut se modifier et du coup notre ado se modifiera aussi? Oui, complètement. Mais bien sûr, à tout âge, hein, mais même avec votre conjoint, hein, j'en ai fait l'expérience. Mais votre attitude, votre façon d'être, votre façon de vous comporter, à partir du moment où vous êtes aligné justement, ces fameux alignements avec vous-même, avec votre valeur, avec votre état d'être, votre permission que vous vous autorisez à exprimer vos émotions, à exprimer, automatiquement vous allez libérer la permission à l'autre, peu importe l'âge. Et sachez qu'effectivement avec un ado, les plus récalcitrants qui est, vont automatiquement, comprendre et identifier qu'il y a un changement. Et ils vont se dire: «Ah mais attends, là, heu, ah bah tiens, c'est étonnant». Ils vont bien sûr analyser la situation, hein, ils sont très, 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 voilà, très attentifs, hein, mais ils vont dire: «Tiens, tiens, c'est étonnant là, on parle de peur, on parle de tristesse, on parle de colère, ah bah tiens, je vais peut-être pouvoir exprimer ce que je ressens». En fait, vraiment, vous êtes la porte, voilà, vous leur permettez en fait, d'accord? Et même, mais même en classe, hein, je ne sais pas s'il y a des enseignants, des professeurs dans les personnes qui regardent la conférence ce soir, mais même en classe, hein, votre attitude en tant qu'enseignant, en tant que professeur, va permettre beaucoup de choses au sein de votre classe, d'exprimer, peut-être un mal-être, peut-être des besoins, faut leur permettre en fait l'expression et vous allez y gagner au change parce qu'en fait, il y aura un dialogue qui va être instauré, il y aura certainement moins de conflits, moins de frustration, moins d'incohérences et vous allez vraiment, gagner en climat, et en sérénité quoi, hein. Vraiment, c'est sûr quoi et par exemple, la communication non violente, c'est simple, appliquez-la et vous allez voir qu'en retour, ils vont faire la même chose. Je vais pas, heu, en fait, ils sont vraiment dans l'imitation, ils sont vraiment, ils vont suivre en fait le chemin que vous leur donnez, que vous les guidez en fait. Vous êtes vous êtes vous êtes leur modèle, hein, tout simplement. Voilà. Moi, je peux dire aussi que ça fonctionne entre collègues. Ouais. Alors on va vous dire bonsoir et puis, je te laisse Sophia, reprendre cet instant de cohérence cardiaque. Oui, 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 tout à fait. Alors, on va vous laisser effectivement avec une petite cohérence cardiaque. Alors,